Salut à tous. Salut les gars. Bon, épisode 8 de Tatami Connexion. Un sujet qu'on a envie de faire depuis longtemps et qu'on n'avait pas abordé encore, qui est le sub-only. Ouais. Donc l'idée c'était d'attendre que le Roll-Up 3 se fasse pour qu'on puisse avoir des éléments et des arguments. Oui, parce qu'on a vu que c'est le troisième événement. C'est le deuxième événement médiatisé qui se passe en France sur le Sub-Only cette année. Il y a justement l'événement qui s'appelait Sub-Only, organisé par Hakim. Il y a eu ce roll-up et il y a tous les petits événements HBI qui ont lieu régulièrement dans la saison. Donc voilà, c'est à notre connaissance les trois seuls événements qui proposent ce type de format. Donc en France, ouais, il me semble. Ouais, je pense, oui. Donc ça va être voilà, un discours et un débat qui va traiter de ces sujets-là, de ce sujet-là. Alors on va bien sûr parler des États-Unis, de là où ça vient véritablement, les premiers événements, car ils sont plus en avance que nous sur le sujet. Ils ont plus d'ancienneté. Donc voilà, et voir comment ça évolue en France. Bon, commençons déjà par le commencement. Qu'est-ce que le Sub-Only ? Je ne sais pas si vous êtes tous au fait de ce règlement. Donc le concept c'est quoi ? L'idée c'est de faire un combat en général qui dure 10 minutes. Et ça peut arriver que ça soit plus long sur d'autres événements, mais en France en général c'est 10 minutes. Où la victoire ne dépend que de la soumission. Et en fonction des règlements, il y a soit match nul, soit il y a une continuité de combat qui fait que... Un extra temps ou... Ouais. Pour départager ou pas. Pour départager ou pas. Donc il y a plusieurs types de toute façon d'écoles qui viennent des États-Unis qui sont reprises ici en France. Il y a le système Metamoris ou Polaris à l'époque où il y a un match nul. Donc ça c'est ce qui est repris par le roll-up. Maintenant il y a une prise de décision pour le Polaris par exemple. Sinon il y a l'EBI. Donc le système EBI c'est de se mettre dans une position difficile. Soit le dos ou Juji. Exactement. Donc ça a été repris par le Sub-Only d'Hakim. Et il y a un concept un peu différent pour l'HBI, c'est qu'il y a 5 minutes supplémentaires avec chaque tentative de soumission qui rapporte un point. Voilà. Et à la fin, soit... Et si malgré tout ça, il n'y a pas de vainqueur, c'est match nul ? Je crois que c'est match nul. J'ai cru voir qu'un seul combat où ils ont fait encore un extra time, mais sur d'autres événements que j'ai vus, ils accordaient un match nul quand il n'y avait pas de soumission, ou un nombre égal de soumissions. Donc voilà, c'est un peu le concept. Donc c'est pas mal. Nous, on apprécie énormément ça. Cette fois-ci, on va pas dire pour ou contre quoi que ce soit. Non, on est clairement pour. On est clairement pour. Donc ça fait partie, de toute façon je pense que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ça fait partie de quelque chose dont on parle souvent, de tous ces événements, de tous ces galas, ce genre de choses. Vous savez qu'on est pour, vous savez pourquoi ? Parce que ça apporte une vision différente de la chose, on sort un petit peu du cadre habituel des compétitions IBJJF ou des compétitions au point, et ça permet d'avoir aussi des combats souvent plus intéressants. Plus spectaculaires. Ouais, plus spectaculaires. Donc, pas toujours, mais... Pas toujours. Des fois. Des fois, et justement, on va évoquer dans ce podcast pourquoi les combats ne sont pas toujours, en tout cas, ce qu'on estime être le cas, pourquoi ils sont pas toujours intéressants, pourquoi il n'y a pas beaucoup de soumissions, on essaie de trouver des pistes de réflexion pour essayer de trouver comment faire pour améliorer un peu le ratio de soumission ou la beauté des combats, quoi. Ouais. Donc voilà, on a commencé, déjà on a Rolly qui a fait un bon travail, déjà de base, d'archives. J'ai juste surfé sur Facebook. Et voilà, c'est l'homme d'internet. Il a essayé de voir un petit peu justement des comparatifs entre justement le Roll-Up 1 et l'HBI. Il a fait le comparatif des deux, parce que bon, c'est ceux qui ont le plus d'événements sur lesquels on peut parler. Donc t'en as pris 3, c'est ça ? T'as fait HBI. De toute façon, Roll-Up, il n'y en a eu que 3. Voilà, HBI, il y en a eu plus, mais tu t'es basé sur 3 événements. Il me semble qu'il y en a eu 3 HBI. Il va y avoir le 4e. Après, il y a eu des choses... ils ont fait des combats organisés un peu hors de leur cadre. Ouais. Il me semble quand ils ont fait un versus judo JJB, je ne l'ai pas compté dans un HBI, c'était un combat isolé. Ils ont fait des combats isolés. Oui, d'accord, ouais. Comme des... Mais en carte, il me semble qu'ils sont à 3. Comme des super fights un petit peu, quoi. C'est ça. Donc pour le roll-up numéro 1, il y a eu 10 combats, 4 soumissions.
Ouais. Pour le roll-up 2, il y a eu 14 combats, 6 soumissions. Donc ça a augmenté. Enfin, pas vraiment, non, puisque les combats, il y a eu plus de combats aussi. Ouais. Et pour le roll-up 3, le dernier, donc il y a eu 15 combats, 4 soumissions. Pour l'HBI numéro 1, il y a eu 11 combats, 8 soumissions. Le numéro 2, 10 combats, 8 soumissions. Et le numéro 3, 14 combats, 13 soumissions. Ouais. Donc le ratio est meilleur. Grosse différence. Pourquoi? La question, elle est là. Ouais, pourquoi? Donc on regarde un petit peu de toute façon les deux événements. Moi j'ai participé à aux trois roll-up. Enfin j'y étais présent dans le public. Toi je crois que t'en as vu que 2. Les 2 derniers, ouais. T'as vu les 2 derniers, ouais, t'avais pas vu le premier. Les HBI, bon bah ça c'est tout le monde peut voir, c'est sur YouTube. De toute façon la visibilité n'est faite que sur YouTube. Déjà ce qu'on peut remarquer c'est sur les combattants qui participent à ces deux types d'événements. Ouais. Dans un cas, on a le roll-up où on a des combattants un peu plus confirmés. Ouais. Donc, oui, clairement. Qui ont. Mis à part l'ouverture de cartes. Oui. Où c'est, on va dire que c'est intermédiaire le niveau. L'ouverture de cartes où c'est intermédiaire le niveau, et dans le roll-up 1, il y avait aussi, si mes souvenirs sont bons, un tournoi débutant. Voilà, c'était des débutants ouais. qui faisaient ce tournoi-là, et il y avait le vainqueur. Un petit peu sur le système de l'EBI d'ailleurs, où ça fonctionne sous forme de tournoi et pas sous d'ailleurs, forme de super fight. Dans les combats du roll-up 1, là, j'ai pas compté T'as pas compté le tournoi. Le tournoi, ouais. Et je crois qu'il y avait eu pas mal de soumissions sur le tournoi. C'est possible. En fait, quand j'ai regardé les résultats, il y avait pas écrit, il y avait juste écrit le vainqueur, mais il n'y avait pas écrit tous les. S'il y avait soumission ou pas soumission. Ouais, exactement. Donc oui, effectivement. Et sur l'HBI, donc c'est un niveau qui est un peu plus bas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des cartes où il y a un peu plus de grands noms, mais dans la grande majorité, c'est des gens qui combattent depuis moins longtemps, qui ont un niveau un peu plus débutant intermédiaire que confirmé. Ouais. Donc déjà, nous, on en a tiré une conclusion, c'est que peut-être que déjà les combats seront peut-être plus fermés quand les gens sont meilleurs. Enfin, plus les niveaux sont élevés, plus on a d'armes pour contrer, et plus ça peut permettre de défendre les soumissions. C'est clair, c'est sûr. Après, dans l'HBI aussi, il y a des oppositions de style. Oui. Je me rappelle que pour le premier, il y avait eu Sami Gendous contre un mec du Pancras ou du MMA. Ouais. Donc ça avait été très rapide. Oui. Logique un petit peu. Mais il y avait une grosse différence de poids. C'était ça l'enjeu. C'était un combat. Je crois que son adversaire était à 84 kg et Sami Gendous était à moins de 66. C'est un absolute. Oui, parce que c'est vrai que dans l'HBI, il y a aussi cette possibilité-là de combattre soit avec 5 kilos, dans les 5 kilos d'écart, ou s'il y a plus de 5 kilos, ça passe en absolute, effectivement. Donc il y a cette possibilité-là. Il y a d'autres possibilités de combat aussi interdiscipline, mais avec un règlement qui change, c'est-à-dire qu'il prend des éléments du règlement de la discipline qui participe, et ça permet par exemple, un lutteur devra stabiliser, s'il stabilise un certain nombre de secondes, il va gagner le combat. Pareil pour un judoka. Bon, ça, je trouve ça un peu moins bien. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça fonctionne énormément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de combats, même il n'y en a pas du tout de combats inter. Ouais, je vois pas vraiment l'intérêt en fait. On n'est plus dans le sub-only en fait. C'est ça. En tout cas, ça, nous on n'est pas fan de ce truc-là. Ouais. On part du principe que si on fait du sub-only, comme son nom l'indique, c'est qu'il faut soumettre. C'est pas on stabilise ou quoi que ce soit. C'est quand on prend je sais pas, moi je dis une bêtise, mais soit différents galas à la soumission qu'on voit, où il y a des mecs du MMA qui viennent, ou des lutteurs ou ce genre de choses, ils doivent soumettre. On prend le quintet où il y a une équipe de catcheurs, une équipe de judoka, une équipe de grappleurs, une équipe de jujutsuka. Ils ont tous le même règlement, il n'y a pas de choses qui s'adaptent ou non, tu viens, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu viens, tu combats, tu soumets, ou tu soumets pas, ou tu te fais soumettre, quoi. C'est comme ça. Sinon c'est n'importe quoi. C'est comme si tu faisais du MMA et puis un lutteur aurait le droit de te stabiliser et gagner son combat. Quand tu fais du MMA, quelle que soit la discipline. Tu fais du MMA. Exactement. Donc ça, c'est un peu un truc qui nous plaît moins dans son format. Mais en tout cas, voilà. Donc on a remarqué qu'il y avait plus de soumissions. Peut-être aussi parce que les gens attaquent plus les jambes. Oui.
Parce que ça, on l'a remarqué. Alors, et peut-être du fait que c'est beaucoup de gens qui viennent soit de la lutte à livrer, soit du MMA ou du pancras. Donc, ont peut-être plus l'habitude d'attaquer les jambes que les mecs du jiu-jitsu brésilien classique. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu boycotté quand même par les mecs du jiu-jitsu brésilien, ce type d'événement, enfin son événement à lui. L'HBI? Ouais. J'en vois pas énormément. Il y en a quelques-uns. Ouais. J'en vois pas énormément. Après, j'ai l'impression qu'il peine un peu à attirer du beau monde sur son événement parce qu'il y a un manque de visibilité claire. Il y a quand même eu des bons noms. Hein. Il y en a eu, mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins et que les bons noms s'annulent. Enfin, il y a des annulations sur les grands noms. Parce qu'il y a des fois, je vois les cartes et je me dis, ah, ça j'ai envie de voir, ça j'ai envie de voir. C'est vrai que et les au cartes, final, elles sont annulées. Ouais. Il faudrait se poser la question pourquoi. Parce qu'ils sont pas tous blessés, ils sont pas tous. Enfin, il y a eu des beaux noms sur les. J'ai l'impression qu'il y a eu des beaux noms sur les premiers événements. Il y a eu Wendy, il y a eu des mecs qui ont fait à la fois le roll-up, qui ont fait aussi l'HBI. Enfin, il y a eu des mecs qui avaient quand même un grand nom et que plus on avance et plus le niveau s'amenuise dans les cartes. J'ai l'impression de voir de moins en moins de grands noms et les grands noms qui sont vendus à la base ne sont pas présents le jour J. Ouais. Après, moi, les retours que j'ai eu de mecs qui ont été approchés de l'HBI, bah. Quand on leur dit qu'il y aura une visibilité, il n'y a pas de public, visibilité que sur YouTube, et on voit que ça fait pas beaucoup de vues, il n'y a pas de prime, il n'y a rien, et que c'est juste pour la gloire de combattre, bon, les mecs ils se disent je prends un risque énorme de me blesser, t'as le droit à la clé de talon, t'as le droit à pas mal de choses qui potentiellement peuvent te blesser, parce qu'on en revient sur le sujet qu'on avait fait, les gens n'ont pas l'habitude de le travailler, donc d'ailleurs on l'a vu sur le roll-up, sincèrement il n'y a pas eu beaucoup de tentatives de clé de talon. Il y en a eu quelques-unes qui ont été avortées. Mimoun, qui a beaucoup tenté des clés de talon, parce qu'il vient de la luta. Et l'autre était très souple, ça a fait qu'il n'y a pas eu de. Enfin, il n'a pas tapé. S'il y a Omar aussi qui a beaucoup attaqué les jambes sur son premier combat. Et je pense qu'il se plaçait pour essayer d'attaquer la clé de talon, mais. Il se plaçait, mais j'ai pas vu beaucoup de tentatives. Ouais, il maîtrisait pas. On voyait qu'il avait l'entrée, mais il voulait, il voulait, mais il maîtrisait pas forcément la finalisation. C'était un bon combat d'ailleurs. Ouais, on a beaucoup apprécié ce combat. Il avait bien ouvert la carte. Mais sinon, quand on regarde bien, il n'y a pas énormément de tentatives de clé de talon. Ça là-dessus, et il y en a plus sur l'HBI. Donc mais les gens risquent de se blesser avec ça, puisqu'ils la maîtrisent pas. Donc il y en a plein qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien qu'ils auraient bien voulu le faire ou pas, mais en tout cas qu'ils voyaient pas l'intérêt de le faire, qu'ils risquaient de se blesser sur des compètes qui pour eux avaient plus de valeur, des compètes IBJJF ou ce genre de choses. Et donc c'est pour ça qu'ils voulaient pas participer. Ouais. Donc voilà, après c'est un choix, hein, c'est une posture, mais j'ai l'impression que petit à petit le niveau réduit, entre guillemets. Même si là on a vu sur le dernier événement un Boubacar Baldé, par exemple, qui a un grand nom du MMA, mais du MMA. En grappling, on sait qu'en tout cas quand il fait des compétitions, il se place lui-même en intermédiaire. Il sait qu'il n'a pas un niveau confirmé en grappling. Il travaille. Du Peter Ligier. Il y a eu Peter Ligier aussi qui vient aussi qui est un grand combattant MMA et qui fait de la lutte à livrer. Son combat d'ailleurs, il n'avait pas été. Je m'attendais à un combat. Mais je connaissais pas son adversaire. Ouais, je sais pas ce que ça. Enfin, qui c'était, quel était son palmarès. Enfin, en tout cas, quel était son pédigré, si c'est son niveau, son grade, tout ça. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir un combat plus offensif. Ouais. Ça a été un peu des tentatives de passage de garde, mais ça restait très à distance. C'était pas top. Enfin, ça n'a pas beaucoup attaqué. Il n'y a pas eu beaucoup de tentatives de soumission. D'ailleurs, je crois que ça a été au bout. Hein. Il me semble que ça a été au bout. Ça a été au bout et je crois qu'il gagne à la décision. Ouais, il gagne à la décision. Il a peut-être tenté une clé, mais ça a été un combat qui était à regarder. C'était un peu long. Hein. C'était un peu long. Je l'ai regardé parce que voilà, je voulais, mais. Alors, hors HBI, hein, c'est pour toute la Sub Only. Le problème, c'est que quand le combat, dès le début, on sent que les deux mecs s'annihilent, on passe un très long moment. Ouais. 10 minutes, c'est très long. 10 minutes, c'est long, et je sais qu'on s'est beaucoup fait la réflexion quand on était là ce week-end au roll-up. On savait, limite, dans les premières minutes, on se disait, ouais, il n'y aura pas de soumission. Ouais. On en discutait à chaque fois, et on se disait, ouais, là, il n'y aura pas de soumission.
On savait si oui ou non il y allait avoir une... Même avant, en regardant la carte, on savait sur certains combats si oui ou non il y aurait une soumission ou pas, et ça s'est confirmé. Plus ou moins, ouais. Ouais. Par exemple, le main event, on savait qu'il n'y aurait pas de soumission. Le main event, j'étais quasi sûr qu'il n'y avait pas de soumission. Qu'il n'y aurait pas eu de soumission. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on en avait parlé avant. Donc, déjà, Nicolas Blumenthal, c'est un très très bon combattant. Ce combat était magnifique à regarder. Franchement, on va évoquer ça. Est-ce que vaut mieux un combat qui est magnifique à regarder, où il y a du jeu qui est ouvert et tout ça, qui a de la tentative, et qui a pas de soumission, ou un jeu où un combat où il y a une soumission mais qui est très 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 verrouillé. Moi personnellement, je prends plus de plaisir à avoir un combat qui est très ouvert que de voir un combat qui est très fermé. Et alors certes, il va soumettre sur une clé de cheville ou sur un étranglement ou un truc comme ça, mais il se passe rien. Je pense au combat de Reda Derwesh contre Mathieu Paquet. Il n'y a pas eu de soumission, mais c'est un combat où lui il a tricoté, il a fait son jeu. Il était avec son kimono, il a fait son jeu, mais c'est très fermé visuellement. Si tu connais pas, c'est très compliqué à lire. Donc voilà, je préfère voir le combat du main event que de voir ce combat-là, par exemple. Même si c'était intéressant de voir comment il travaillait sur le kimono, il a complètement dessapé son adversaire. J'ai jamais vu il avait plus de kimono autour du cou que sur le reste du corps. Donc c'était un concept, c'était pas mal. Moi ça m'a plu, mais après je pars du principe des gens qui viendraient pour voir et qui ne pratiquent pas forcément. J'entendais des gens dans le public qui parlaient autour de moi, comprenaient rien du tout de ce qui se passait. Bon après c'est normal, on est sur un truc où il faut aussi être un peu connaisseur pour pouvoir lire et comprendre le jeu, mais ça reste un spectacle, et il faut du spectacle. À partir du moment où on fait un gala, que ça passe à la télé, que tout ça, c'est un spectacle. Donc voilà, et donc ce combat d'Yves Landu contre Nicolas Blumenthal, j'avais un peu prédit ce qui se passerait, c'est-à-dire une domination totale de Nicolas Blumenthal, parce qu'effectivement il a dominé, il est très très fort, il est de plus en plus fort. Voilà, son jeu il est parfait, il est précis, voilà, c'est fou, mais c'est pas un soumetteur. Ouais. Et par contre... Mais je l'ai trouvé plus agressif que d'habitude. Oui, on a l'impression qu'il veut vraiment essayer de soumettre. Ouais. Alors peut-être que sur un autre adversaire ça serait passé, mais là contre Yves, Yves est solide, il a de la stabilité, il est costaud, on sent, et il sort d'une prépa en plus, je crois en Thaïlande. En fait, je voyais aucun des deux taper. Ouais. Techniquement et physiquement, c'était compliqué. C'est des machines. Et moi, si tu te souviens bien, je t'avais dit que pour moi, le seul qui pouvait potentiellement soumettre, ça serait Yves, avec sa Kimura. Ouais. Parce qu'il est tellement puissant sur cette Kimura qu'il aurait eu peut-être la possibilité de le faire. Maintenant, il s'est avéré qu'il a bien pris sa Kimura, mais que de justesse, Nicolas Blumenthal est sorti. Bon, je pense qu'elle était très très bien verrouillée parce que franchement, il l'a tenue très longtemps. Mais voilà, donc c'était bon, voilà, on savait qu'il n'y aurait pas de soumission et la seule possibilité de soumission qu'il y aurait, c'était sur la Kimura de Yves. Et effectivement, ça a failli arriver, mais il n'y a pas eu de soumission. Donc c'était un bon combat. C'était un bon combat. C'était un bon combat. C'est des styles comme ça qui sont qui pour le coup sont différents, mais on sait que c'est pas des soumetteurs. Alors est-ce qu'il vaut mieux prendre des mecs comme ça? Enfin, en tout cas, un Nicolas Blumenthal qui participe à tous les combats de. Enfin là, il a participé au Sub Only, il a participé à plusieurs roll-up, il a toujours fait des vraies guerres, mais il a jamais soumis. Jamais. Sub Only, il me semble qu'il a pas soumis, ouais. Il a pas soumis. Il gagnait avec. Il gagnait après l'extra time. Ouais, comme en mode BI. Ils ont pris les règles BI, donc il gagnait en extra time. Et d'ailleurs, il s'est fait surprendre à la finale. Il se fait soumettre en finale, effectivement. Mais il sort de tout. Il a une souplesse folle, il sort de tout. Alors c'est bien parce qu'il tente, il crée du jeu. Moi, visuellement, j'adore ça. Non, pour ça bouge. Hein. Ces combats, ils bougent. Je me souviens, elle avait fait le combat contre Sofiane Boukezer qui avait tout donné pour le faire taper en clé de talon et tout ça. Enfin, vraiment, ça avait été un combat qui était intéressant à suivre parce que vraiment, il y a eu de l'attaque et tout ça. Je parle de Sub Only, hein, pas au roll-up. Et franchement, c'était pas mal. Mais tu sais, enfin moi personnellement, j'ai la conviction que tous les combats de Nicolas Blumenthal que je verrai en Sub Only, il n'y aura pas de soumission. Ça changera peut-être avec le temps. Mais pour l'instant, à chaque fois, quand j'aborde... Sauf s'il y a un écart de niveau. Un vrai écart de niveau. Enfin... Ouais, mais regarde tous les gens qu'il a affrontés. Tout. Et même quand tu regardes sur les compétitions, classiques, il soumet pas énormément. Alors par contre, il te met 25-0.
mais il te soumet pas. Il y a des gens comme ça qui sont pas faits pour soumettre. Enfin, en tout cas, c'est pas dans leur. T'as des mecs, ils vont t'attraper, quoi qu'ils fassent, ils vont te soumettre. C'est dans leur ADN. Ouais. Mais t'as l'ADN du combattant et t'as des mecs qui sont là, ils vont te marquer 1000 points, mais par contre, ils ont le physique pour ça, ils ont le cardio pour ça, ils ont la souplesse pour ça, la technique pour ça. Mais les deux frères Blumenthal, non, ils soumettent pas. Ou alors vraiment, il faut que les mecs soient pas au même niveau, quoi. Mais quand tu vois les combats qu'ils ont fait contre Nicolas Régnier, les combats qu'ils ont fait, enfin je parle de ça, c'est sur le circuit classique, hein, ils sont jamais soumis, il a jamais eu. Après, pour soumettre Nicolas Régnier, il faut y aller quand même. Faut y aller, mais tu prends, ouais, mais dans ce cas-là, tu sais, ça peut être valable pour tout le monde, tu vois. Il a fait un combat contre Samuel Petit l'année dernière. D'ailleurs, c'était une vraie guerre, ça. C'était une vraie guerre et c'est sorti à un moment sur une clé de genou de Samuel Petit. Je sais pas si oui ou non il aurait tapé là-dessus, mais en tout cas il était très bien verrouillé et c'est vraiment dommage que ça soit sorti parce que j'aurais bien voulu voir ça. Enfin, j'aurais bien voulu voir l'action jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais pareil, dans ce cas-là, tu peux dire ouais, mais c'était Samuel Petit, c'est dur à soumettre. Ouais, mais attends, Nicolas Blumenthal, c'est quand même l'élite du grappling français et du JB français. C'est pas faux. Donc s'il doit soumettre, il soumet. Ces deux gamins-là, enfin qui sont plus des gamins maintenant, mais ces deux, Nicolas et Valentin, sont marrons, ceinture marron. Ils ont très clairement le niveau de ceinture noire. Mais je comprends, hein, attention, je remets pas en cause la question qu'ils soient noirs ou pas. C'est juste que voilà, ils ont des compétitions à faire, ils ont un temps de travail à faire aussi. Enfin, ils sont encore jeunes, donc je comprends tout à fait. Mais en tout cas, ils ont le niveau de n'importe quelle ceinture noire française actuelle. Ouais. Donc voilà. Et s'ils devaient soumettre, ils auraient déjà soumis. Ils ont pas un jeu, alors peut-être qu'ils travaillent dans ce sens hein, maintenant, mais ils ont pas un jeu de sub only. Non. Et ça se voit. Et ça se voit. Mais ça donne des combats intéressants. Voilà. D'ailleurs, bah, vu qu'on en parle, abordons ce sujet-là, puisque c'est vrai qu'on allait en parler. Si on reprend la carte et qu'on reprend les soumissions, par exemple. On a eu. Alors la première soumission, c'est Martin Glock contre Stéphane Dubois. C'est ça. Donc ça a été un combat. Bah, Martin, moi personnellement, je me doutais qu'il allait soumettre. Ouais. Il est très agressif. Il a un ratio de soumission sur ses compétitions qui est très très fort. Donc je me doutais qu'il allait soumettre. Là-dessus, il n'y a pas eu de doute. Et là, le spectacle, il a été au rendez-vous. Bah, un combattant agressif qui cherche vraiment la finalisation. Ouais. Donc que ça soit avec ses guillotines. C'était top. Et je crois que Stéphane Dubois, c'était un mec du MMA, non? Je sais plus. Il me semble. Donc il y avait aussi une opposition de style. C'est intéressant de voir ça. Ça, c'est un truc qui est beaucoup repris aux États-Unis, de prendre des grappleurs ou des jujutsuka contre des mecs du MMA. Pourquoi? Parce que les mecs du MMA, justement, ne sont pas forcément moins bons. Hein. C'est pas eux qui font soumettre forcément, parce que je pense à un Jack Shield qui. Déjà, on part du principe que physiquement, c'est des machines, en général. Hein. Physiquement, c'est des machines. Ils ont une explosivité, une force, une résistance qui fait qu'ils sont très durs à soumettre. Et puis ils cherchent pas les points. Non. Ils s'en foutent parce que la stabilité, enfin la position, même si en MMA vaut mieux être au-dessus, mais il n'y a pas de marquage de points, de passage de garde. Ils travaillent beaucoup en demi-garde, ils travaillent beaucoup de la garde. Enfin, ils ont moins cette logique de points. Et donc ça fait des combats beaucoup plus ouverts. Et je pense que là, d'ailleurs on a vu, hein, presque tous les combats qui ont été avec des mecs du MMA ont conduit à une soumission. Parce que Nicolas Haute contre Mourad Gouaz, il y a eu une soumission. Et d'ailleurs, super combat. Il y a eu, c'était deux showman. Enfin, j'ai apprécié aussi les combats où il y avait je pense à Pierre Manzo contre Ahmed Salamov. Pareil, c'était des showman. Enfin, peut-être pas un peu moins Ahmed, mais lui, il a été showman dans son style parce que c'est un bon lutteur et tout ça, et puis il est très agressif. Mais Pierre Manzo, qui regardait le public, qui faisait des noms, tous les deux, ils étaient pris dans des clés. Non, je vais pas taper. Là, oui, il y avait l'état d'esprit Subonly, comme j'aime. Et pareil pour Mourad Gouaz et Nicolas Haute. Donc ça, c'est une des autres soumissions qu'il y a eu. Et tu voyais qu'ils se parlaient pendant le combat, qu'ils étaient en train de se chauffer. Ils se chauffaient, ils se provoquaient. Et en lutte, ça a été très, très fermé. Parce que bon, on sait que les mecs du MMA sont aussi très solides debout. Et Mourad Gouaz s'est fait piéger. Et il a été très déçu. Ça se voyait parce qu'il dominait quand même au sol. Je pense que techniquement, il était bien meilleur que son adversaire. Ouais. Mais il a eu une alerte en début de combat sur la guillotine. Et en plus, c'était la marcellotine. Donc vraiment, guillotine très 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 verrouillée.
Donc il y a eu une alerte. Là, il a dit ok, c'est trop verrouillé debout. Il s'est assis. Et ben, ça a pris une seconde pour que Nicolas Haute prenne la guillotine et finalise son adversaire. Parce qu'elle était tellement verrouillée, il a été déçu. Parce que s'il était resté debout. Mais je salue le fait qu'il ait tiré la garde. Ouais, parce qu'en fait, il a ouvert le jeu. C'est ça. Parce que s'il restait debout, je pense que ça en restait là jusqu'à la fin du combat. Il y aurait eu un match nul. Ouais. Il y aurait eu un match nul et donc il a pris le risque. Je m'en fous, moi, qu'il se soit fait soumettre. Même s'il doit être dégoûté, c'est normal. Il était là pour gagner, il était là pour montrer que c'était le meilleur des deux. Mais au moins, il a tenté quelque chose. Le problème qu'il y a, c'est que souvent, comment dire, les mecs ont une réflexion qui est je dois passer la garde et stabiliser. Ou je ne dois pas me faire passer la garde parce que sinon le mec va me stabiliser. Ouais. Parce que on dit souvent que la réflexion elle se fait que là-dessus. Et d'ailleurs dans le public on dit ouais, passe-lui la garde, n'importe quoi. Ouais, non. Le mec il va passer la garde, ok. Le problème c'est qu'une fois qu'il a passé la garde, est-ce qu'il tente de soumettre? Il y a ça aussi. Eh oui. On parle de bloquer le jeu. Le mec il se laisse pas passer la garde, il n'ouvre pas le jeu, il est en garde fermée, nanani nanana. Ok. Mais est-ce que le mec qui passerait une garde jouerait le jeu d'essayer de soumettre? Parce que qu'est-ce qui crée du jeu? Qu'est-ce qui crée qu'il y ait un flow continu de combat pendant 10 minutes? C'est parce que les deux sont consentants dans l'idée d'aller chercher quelque chose. Oui, oui. Moi, on me passe la garde en sub-only, j'en ai rien à faire. Je m'en fous, parce que d'en dessous, on voit avec le temps de plus en plus de mecs qui arrivent à prouver que d'en dessous, on peut soumettre, même quand on s'est fait passer la garde. Jeremiah Vance qui met un triangle inversé quand il se fait passer la garde. Il a endormi son adversaire sur le circuit BJJF. Qui on a d'autres? N'importe quel mec de sub-only, de toute façon, qui vient et qui arrive à recomposer, attaquer une clé de talon ou n'importe quoi. Alors qu'ils se sont fait passer la garde. Il y en a même qui délibérément se laissent prendre en montée ou quoi que ce soit parce qu'ils ont créé des attaques à partir de là. Mais il faut quand même... Il faut que le mec en dessous, au-dessus, cherche la soumission. Ouais. Parce que ça crée une ouverture. Ça crée une ouverture, tu tentes et le mec, soit t'as soumis, soit le mec a tenté quelque chose et il faut que tu sortes, soit l'autre t'a soumis, soit... Tu prends le risque, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, entre guillemets, mais c'est à toi de montrer que t'es capable de soumettre ton adversaire. Et pas de passer sa garde, parce que ça, tu peux le faire n'importe quand. De passer sa garde et de le stabiliser. Et t'attends quoi? Que l'arbitre te marque les points? Mais psychologiquement, c'est un peu ça, en fait. Hein. Oui, parce que les mecs sont trop dans l'idée de... le public va voir que j'ai perdu. Ouais. Mais sauf que le public, j'ai l'impression que le public s'éduque plus rapidement que les combattants à ça. Je vois la différence, je sais pas si je l'ai déjà dit, entre le roll-up 1 et le roll-up 3. Dans le roll-up 1, j'entendais dans le public « Ah, passe-lui la garde, tiens, stabilise, nanani, nanana ». Et les mecs, quand ils se faisaient passer la garde, on entendait les mecs qui charriaient, on entendait les mecs comme ça. Je l'ai pas entendu samedi. Non. Au contraire, j'avais plus de gens qui étaient déçus de pas avoir de soumission. Donc voilà, et donc on voit sur les soumissions qu'il y a eu, donc effectivement les deux mecs, les deux combats Nogi, parce que je crois qu'en plus il y a eu 4 soumissions, 2 Nogi et 2 Gi, ouais. Donc eux c'était dans le spectaculaire. Par contre les 2 soumissions du Gi, on a eu l'autre Fifera qui a soumis, alors je me souviens plus de son prénom, mais Hakim Jabari, non? Je sais pas du tout. Il l'a soumis mais en lui prenant de dos... Bon, ça a été du longue haleine, de toute façon, parce que le mec bloquait énormément, il avait pas envie de se faire soumettre, c'était ce qui est à juste titre, mais il était dans le dos et il grappillait du terrain petit à petit jusqu'à le soumettre. Ça, par exemple, voilà, c'est clairement un combat où il y a eu une soumission. Après, pour le coup, là, c'est clairement un combat où, à mon avis, il y a une différence de niveau. Oui, il y a une différence de niveau. L'autre fils, c'est un monstre. Mais c'est un monstre, mais à la fois, ça s'est pas vu sur le côté spectaculaire. Ça s'est vu parce qu'il l'a soumis facilement, il est passé dans son dos, il l'a soumis, ça c'est indéniable. Mais c'est pas, ça a pas été, il n'y a pas eu de jeu où ça tournait un peu comme un combat. Il y a eu oui, par exemple, magnifique. Comment il s'appelait déjà? Oui, Zhu Hongui contre Naïm Mojahed. Ouais, c'est ça. Excusez-nous pour la prononciation. Là, il y avait un écart de niveau, il n'y a pas eu de soumission. Mais le combat était magnifique. C'était un beau combat.
Enfin, il n'y a pas eu de soumission. À mon avis, si Zou il n'était pas sorti à un moment, il y aurait eu le Bodenaro. Parce qu'il l'avait en étranglement et intelligemment, il a glissé en dehors du tapis et ils sont repartis debout. Mais C'était un beau combat. Mais c'est pas les mêmes KT. c'est pas les mêmes KT, effectivement. Et ça, Ça bouge beaucoup plus. c'était ce que je disais. J'en parlais avec Rolly avant qu'on tourne ce podcast. Effectivement, je pense que pour le kimono, du moins, mettre des lourds à partir de 94 kilos, tout ça, c'est pas forcément un plan judicieux. Lui me dit que non. Moi, je trouve que c'est pas forcément judicieux parce que ils sont trop dans justement cet état d'esprit de venir et de stabiliser l'adversaire et de le bloquer et de grappiller du terrain pour soumettre en pression. Contrairement à des catégories plus petites où là, ça tourne énormément. Quand on voit les combats de Mohamed Bayo, tu vois, en kimono, j'aurais bien vu un Mohamed Bayo par exemple. Ouais. Tu vois, parce que lui, on sait que ça va bouger, ça va sauter, ça va tourner. Pourtant, c'est une ceinture bleue. Il y avait eu aussi, comment il s'appelle, Clément Chacon, quand il avait fait l'année dernière. Oui, mais là aussi, relève. il y avait une grosse différence Il y avait de une niveau. grosse différence de niveau, certes. Il y Mais avait eu il a un un style. triangle à la volée magnifique. Mais il a un style qui fait que. Tu vois, Lotfi Ferra, par exemple, on l'a vu à la Supreme League, et ben son combat contre un mec qui avait beaucoup plus de niveau que lui. Lui, par exemple, il aurait fallu lui donner un mec avec un énorme niveau. Parce Ouais. que ça l'aurait transcendé. Je pense aussi. Et il aurait fait un combat de fou. Alors que là, il s'est contenté de dominer, quoi. De venir et de le tenir, et crac, il l'a étranglé, il l'a emballé, ça y est, merci, j'ai pris ma prime, et on n'en parle plus. Un peu comme Reda Meptouche l'année dernière. Pourtant, son adversaire avait un bon niveau. Ouais, il me semble que c'était un bon adversaire. C'était un bon adversaire, mais c'est un combat qui était très fermé. Il l'a attaqué sur une clé de cheville, qui en plus n'était pas face au public. C'est con, hein, mais ça joue aussi parce que les gens se disent ah tiens, il a fait quoi? C'est resté en 50-50 longtemps. Chacun avait la cheville de l'autre et c'est à celui qui a fait craquer l'autre. C'était pas un combat ouvert. Ouais. Alors qu'il fait des combats sur le circuit BJJF contre des mecs qui sont très forts et ça crée du jeu. Il y aura peut-être pas eu de soumission, mais ça crée du jeu. Tu vois, ça crée en tout cas ça y va, ça envoie, ça passe la garde, c'est Ah, mais parce pas. que l'objectif n'est pas le même. L'objectif n'est pas le même, mais L'objectif n'est pas le même, la durée du combat n'est pas le même. ouais, mais ils sont capables ces mecs-là de faire 7 combats de 8 minutes. Oui, c'est clair. Mais oui, c'est pas 10 minutes pour eux, c'est de la rigolade. C'est clair. Bah oui, ils ont un cardio, ils ont des prépas physiques, ils ont voilà. Après, par contre, et ça a été une grosse surprise, Reda Hamzaoui contre Abdel Jalil, c'est ça, hein, son prénom, ouais, Anabi. Là, ça a été un super combat en kimono. Et pourtant, ce combat me fait mentir parce que c'est des moins de 94 aussi. Et ils ont fait un super combat qui se finit par une soumission, une compression de mollet. Ouais, magnifique. Magnifique. Sur une technique qui, je crois, est illégale IBJJF. Donc c'est pour ça, je pense aussi que Reda s'est fait surprendre parce qu'il n'a pas l'habitude de la rencontrer, entre guillemets. Donc le mec s'est placé et il n'a pas forcément peut-être vu le danger tout de suite. Et donc il se fait soumettre là-dessus. Mais il y a eu quand même un combat qui a été ouvert. Parce que, bah, déjà, on voit que Abdel Jalil lui cherchait la soumission, donc voilà, et puis il était très en puissance et tout ça. Et Reda, c'est un jeu qui est ouvert. C'est un jeu où il travaille en lapel, où il ouvre sa garde, c'est pas de la garde fermée. Donc forcément, ça se prêtait volontiers à un combat qui allait, un beau combat qui risquait de finir en finalisation. Donc ça c'était intéressant. Donc 4 soumissions, c'est intéressant de voir que effectivement la parité kimono gi et no gi a été La respectée. seule soumission aux jambes. Et la seule soumission aux jambes, donc les jambes, ouais, effectivement, ça a été en kimono. Ah, et justement, on pourrait se poser la question, mais c'est pourquoi? Parce que les mecs ne la travaillent peut-être pas assez même si ça vient en kimono. Reda est violette, il n'a pas vraiment le droit de faire toutes les clés, enfin il n'a pas le droit de faire toutes les clés de jambes. Il les rencontre donc pas en compétition. Ouais. Et voilà. Alors qu'il me semble que Anabi combat CFG. Il combat CFG. Donc ouais. il a le droit. Il est en équipe de France, d'ailleurs. Il n'est pas qualifié en équipe de France. Il me semble que si. Donc, il a le droit aux clés de jambes en kimono. Il a le droit aux clés de jambes, bien sûr. À partir de débutant, tu as le droit aux clés de jambes en kimono. Donc ça change pas mal de choses. Ah bah oui, très clairement, ça change la donne. Hein. Lui, il a l'habitude de les rencontrer, il a l'habitude de les attaquer. Donc c'est intéressant là-dessus.
D'ailleurs, on s'est posé la question si pourquoi aux États-Unis il y avait peut-être plus de soumissions qu'en France. Ou des combats plus ouverts. Peut-être parce que la culture d'attaquer la clé de jambe est plus importante. C'est ce que tu me disais. Ouais, clairement. Que les Bah, en mecs fait, cherchent pas. voilà, t'essayes de passer. Même si ton jeu c'est de passer la garde, t'essayes une fois, 2 fois, ça passe pas, tu pars sur la jambe. Ouais, Tu te fais renverser, c'est pas grave. Oui. C'est du sub-only. exactement. Et là, il n'y a pas vraiment eu de tentative de clé de jambe. La majeure partie des tentatives, elles se faisaient d'en dessous. Oui, C'est pas le mec d'au-dessus qui se disait bon, j'arrive pas à passer, je pars sur la jambe. ouais, sauf pour Mimoun. Oui. Sauf pour Mimoun. Mimoun. Arbaoui. Arbaoui, c'est ça. Herbalife. Qui. La blague de merde. Donc, Mimoun Arbaoui qui effectivement attaquait. Bah, lui, c'était un mec de la lutte à livrer, hein, donc il attaque énormément les clés de jambes. L'année dernière, d'ailleurs, il avait fait un combat magnifique avec Sofiane Boukezer. Bah, c'était lui qui avait pris la clé de talon l'année dernière. Et... Ah, bah, son genou, il avait limite. Bah, il sauté. était blessé. Hein. Ouais, À la fin, il boitait. ouais. Hein, et il avait quand même gagné par étranglement arrière. Il C'est avait ça. pris le dos. Mais ils avaient fait un combat de folie. Magnifique, bah super ouvert. De toute façon, pour moi, hein, si des 3 roll-up, le roll-up de l'année dernière, c'était celui qui était le plus intéressant. J'ai pas vu le premier, mais c'est vrai que celui de l'année dernière était... Bah, disons que moi, j'ai vu donc les 3. Le premier, effectivement, il n'y a pas eu énormément de soumissions. Hein. On voit 4 pour 10. C'est pas fou, hein, Sans compter le tournoi. Le mini-tournoi. sans compter le tournoi. Mais bon, ça restait un tournoi débutant. Voilà, je pense qu'il l'a parfait parce qu'effectivement, visuellement, en termes de spectacle, c'était pas fou. Tu vois, faut voir aussi le côté spectacle. Et puis ça coupait vachement dans le déroulement du gala. C'était un peu hybride à l'intérieur. Enfin, de faire un tournoi à l'intérieur d'un gala, c'était un peu hybride. Mais effectivement, là, le premier roll-up, ouais, il y avait justement, on voyait que c'était le premier. Donc dans le matchmaking, c'était peut-être pas toujours bien rodé. Bon, et puis il fallait que les gens aussi. De toute façon, il y a un début à tout. Hein. Voilà, c'est ça. Faut laisser la pas être au chance top au dès le produit. début. Le deuxième, justement, j'étais super surpris, et enfin agréablement surpris parce que justement le matchmaking c'était beaucoup mieux fait, et même s'il n'y avait pas eu de soumission, il y avait eu des combats spectaculaires. C'était vraiment, j'étais ressorti de la soirée super content parce que il y avait eu vraiment des sacrés combats où justement t'avais jusqu'au bout tu te disais il peut soumettre. Ouais. Et là il y avait trop de combats où arrivé à 5-6 minutes de combat tu te disais Ouais. non, Tu c'est sentais bon. que non, ça allait aller au bout. Ouais. Et c'est dommage. Alors, comment dire? Effectivement, une des pistes qu'on a évoquées là-dessus, c'était peut-être de l'annonce de la soumission. Submission bet. Ouais. Ouais. Bah, pour moi, c'est clairement la fausse bonne idée, en fait. Quand j'ai vu ça, que ça se faisait au roll-up, je me suis dit, ouais, mortel. Toi, le concept, il est cool. Ouais. Et puis quand t'es devant le fait accompli, tu te dis, ah... Parce que le mec qui annonce sa clé, pour moi, hein, qui annonce sa soumission, il fait une fixette dessus. Et en fait, il se ferme plein de portes. C'est ça. Alors, peut-être pas tous, hein. Et je suis sûr qu'il y en a même, ils écrivent une soumission, mais ils s'en foutent, ils cherchent autre chose. Tu vois, mais... Bah, t'en as aussi, et c'était marrant parce que je crois que l'année dernière, il y en avait qui avaient fait jouer la stratégie d'annoncer une soumission pour que l'adversaire se fixe dessus. Ouais. Là, ça devenait intéressant. Là, c'est intéressant. Et pour justement en attaquer une autre. Alors, ils se privaient de la prime, mais ils Oui, gagnaient parce que leur c'est combat. ça qu'il faut dire aussi, c'est que vous annoncez votre soumission à l'avance, si vous la réussissez, vous doublez votre prime. Ouais. Donc ça fait un enjeu. Ça fait un enjeu, fait mais un les gens enjeu. veulent tellement doubler la prime que ça fait des combats qui des fois sont fermés parce que le mec ne cherche qu'à défendre. Bah, pour moi, le meilleur exemple qu'on a eu sur cette carte, c'est Basile. Basile Nonote contre Adil, je crois. Sadi. Ouais. Ouais, Basile avait annoncé la clé de cheville. Ouais. Il s'est fixé dessus. Ah. Alors qu'on a. Dès le début, on a vu qu'il taperait pas dessus, Adil, était en fait. trop Il était serein. trop serein. Il était trop serein, et puis en termes de gabarit, vu que lui il avait pas le droit aux clés de talon puisque c'était du kimono, en termes de gabarit, il avait des jambes qui étaient plus longues que celles de Basile, donc forcément pour aller le fixer, c'était plus compliqué. Et on voyait très En clairement. fait, on a senti tout de suite. Il taperait pas sur clé de cheville. Ouais. Et on voyait très clairement que Basile était 1000 fois meilleur que son adversaire. Bon, il est plus gradé, tout ça, il a plus d'expérience. On voit, il a tenu tout. De toute façon, c'est bien simple. Il a tenu sa jambe du début à la fin du combat.
Donc s'il arrive à garder la jambe de son adversaire et à rouler, tourner, enfin voilà, il y a eu pas mal de jeux. Il y a eu du jeu quand même. Hein. Non, C'était un combat qui était intéressant il à n'était pas voir. fermé ce combat. Hein. Non, il y a eu du jeu. Était intéressant à voir, mais il y a eu une erreur stratégique en fait. Pas. Bah, tant qu'il restait sur la clé de cheville. Ouais. Alors que des fois, il aurait pu prendre le dos, il aurait pu. C'est ça. Voilà, il aurait pu faire plein de choses. Moments où il pouvait prendre le dos et peut-être attaquer un étranglement. Ouais, mais non. Mais il s'est acharné. Et d'ailleurs, dans le public, tout le monde était là. Moi, j'entendais autour de moi. Bah, vas-y, c'est bon, lâche-la ta clé de cheville parce que tu vois que ça passe pas. Nous, de l'extérieur, on voyait que ça passait pas. Pourquoi tu t'acharnes? Ça fait 20 minutes, tu te crames à tirer sur sa jambe. Et tu vois, je pense que ça a joué le fait qu'il a annoncé clé de cheville. Ouais. Psychologiquement, il a dû se dire oui. faut que je le mette. Oui. Et je pense aussi à Mamadou Sissoko contre Islam Issa. Pareil, Islam Issa a annoncé un triangle. Il était dans le combat. Ce combat, par contre, il était long. Demi-garde profonde. Demi-garde profonde. Alors oui, non mais il était tellement puissant l'autre, le Islam Issa, qu'il se laissait pas renverser. On voyait qu'il était très stable. Ça avait l'air d'être un bon combattant. Mamadou Sissoko aussi. En fait, c'est deux bons combattants. Mais il voulait tellement son triangle qui cherchait donc à passer la demi-garde profonde de Mamadou Sissoko, qui ne la lâchait pas. Alors que peut-être que s'il avait attaqué, je dis une bêtise, mais Kimura sur le bras, justement, vu qu'il était puissant. Ouais, mais Kimura, il défendait bien son bras, Mamadou Sissoko. Il avait bien rentré son bras. Il défendait bien son bras, mais peut-être que Kimura, Juji... Enfin, t'as beaucoup de soumissions, des étranglements aussi que tu peux attaquer à partir de la dip. Tu vois, ça aurait peut-être ouvert du jeu. Ouais. Tu vois. Et le jeu, il est resté très fermé parce qu'il y avait que ça. Il y a qu'un moment, je crois, il a essayé d'attaquer un triangle à la volée un petit peu. Il y a un moment où c'est sorti, juste un moment où c'est sorti à la fin, il me semble. La dip. Non, c'était pas à la fin, c'était au milieu, je crois. Au milieu, il y a un moment où c'est sorti et il a attaqué un espèce de triangle à la volée et finalement, il a réussi à rester dessus. C'est reparti dans la demi-garde profonde. Le combat, il s'est verrouillé comme ça. Il n'a pas cherché autre chose. Ouais. C'est un peu particulier. Donc est-ce que c'est une bonne idée d'annoncer ça? Peut-être plus mettre une soumission de la soirée. Ouais, pour motiver les combattants. Moi j'ai pensé à voilà. Soumission de la soirée, la soumission la plus rapide aussi, qui aura une récompense. Ouais. Au lieu de donner une prime un peu le système un peu UFC, tu vois, Fight of the Night et ouais. KO of the Night, bah là tu mets la soumission la plus rapide et la plus belle soumission de la soirée. Ouais. Qui doublerait leur prime. Et effectivement, là, ça pourrait être... Ou même triplerait leur prime, du coup. Oui, puisque t'aurais plus d'argent, puisqu'il n'y en aurait que deux. Effectivement. Tu peux vraiment motiver les gars avec ça. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment un truc qui peut se faire. Et qui serait peut-être plus judicieux. Et de mettre une décision. Oui, alors ça, c'est un autre point. Alors, on pense qu'il faudrait, dans tous les cas, que ça finisse pas sur match nul. Ouais. C'est trop facile. C'est le Polaris, je pense, qui a laissé tomber cette idée par rapport au Métamorus qui n'existe plus de toute façon, mais peut-être qu'ils auraient fait la même chose. Maintenant, ils mettent une décision systématique à la fin de chaque combat. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet aux gens de s'ouvrir et de créer du jeu. Maintenant, il faudrait savoir quels sont les critères de cette décision. Est-ce que c'est... Et là, on resterait dans le cadre d'un combat classique, c'est-à-dire celui qui domine, qui passe la garde, qui prend la montre, le dos, ceci, cela, ou celui qui a été le plus agressif et offensif. Alors pour moi, ça serait ça. Je pense aussi. Si on veut coller à l'esprit du sub only, ça serait clairement ça, récompenser le combattant qui a la volonté de finaliser. Ouais. Peu importe s'il se fait passer 1000 fois, peu importe. Oui. Si c'est lui qui tente le plus, En fait, il faut arriver à mettre dans l'état d'esprit du combattant que... Se faire passer, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas de point. C'est ça. Se faire renverser, se faire passer. Si tu tentes une soumission et que tu passes en dessous, bah c'est pas grave. C'est pas grave, tente. Et je pense que c'est pour ça que les mecs de la lutte livrée performent un peu plus. Je parle en France. Hein. Aux États-Unis, c'est un peu moins le cas parce que les mecs du jiu-jitsu brésilien. Après, ça fait plus longtemps. Ça fait plus longtemps, voilà. Mais ils ont vraiment mis le mode sub-only dans leur tête. Il y a même des gens qui se spécialisent là-dedans. La Renzo Academy, le Tense Planet. Il y a tout un tas d'académies comme ça, et puis il y en a d'autres hein, qui sont un peu plus disséminées, mais qui se mettent dans cet état d'esprit de je fais du sub-only, je fais peut-être que du sub-only, mais bon, il y a plus d'argent, il y a plus de visibilité, ils ont la possibilité de le faire. On en revient toujours à ça, mais en tout cas, ils se mettent dans cet état d'esprit de se dire je fais que ça.
je fais que ça. Et donc, ils adaptent leur manière de combattre et ça fait des combats de plus en plus spectaculaires. Et ils s'en foutent de se faire renverser, ils s'en foutent de tous ces trucs-là. Ils ont très bien compris que gagner un combat, c'est pas, en tout cas dans ce cadre-là, c'est pas stabiliser un adversaire, mais c'est bien de le soumettre. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Et les mecs de la lutte livrée en France, je pense qu'ils ont ce côté un peu plus agressif sur la soumission, et ils sont vraiment dans la recherche de finaliser un combat. Ouais. Et on le voit, hein, ça a été beaucoup plus parlant et les mecs ont été beaucoup plus propices à soumettre. Donc ça, là-dessus. En tout cas, ils ont tous fait des beaux combats, même s'ils ont perdu. Par exemple, Mourad, qui se fait soumettre, il a quand même cherché. C'est un combat ouvert. Bah, on va reprendre. Hein. Omar contre Youssouf, très beau combat. Omar, c'est quelqu'un de la Luta. Il vient de chez Mathieu Husson. C'est un mec de la Luta. Martin Glock contre Dubois, le mec de la Luta, il fait un très beau combat et ça a été à la soumission. Pierre Manzo, il est un peu des deux. Il est jiu-jitsu brésilien, mais il est très proche des mecs de la Luta. D'ailleurs, il était coaché par quelqu'un de la Luta. Et donc, ça a fait un combat qui était très ouvert. Mourad Gouaz, Luta livré, il a fait un super combat. Ouais. Qui y avait d'autres encore? Arbaoui, super combat. Donc là, il n'y a pas eu de soumission, mais c'est parce que le truc, c'est que là, c'était deux mecs qui avaient un niveau qui était très très fort. Très très fort, ouais. Très très Ils fort. s'annihilaient les deux, en fait. Disons que la clé de talon, le mec était Junior Venom. Venino. C'est pas Venom. Non, ça c'était Venino Junior. Lui, on sentait qu'il taperait pas sur une clé de talon, il était beaucoup trop souple. Il a attaqué un triangle, il a attaqué un petit peu, mais bon, disons que la majorité des attaques, elles venaient quand même. Le jeu, je pense, sur les soumissions, la majorité partie des attaques sont venues de Mimoun Arbaoui. Oui. Et donc, le mec de la lutte à livrer. Il y a un état d'esprit comme ça, hein, qui fait que. Yves Landu contre Blumenthal, Yves Landu fait du jiu-jitsu brésilien, mais bon, c'est plus un mec du no-gi. On va dire que dans son état d'esprit, dans sa façon de combattre, il se rapproche. C'est un mec du MMA aussi. C'est un mec du MMA, il se rapprocherait plus de la luta. Les mecs du MMA se rapprochent plus de la luta dans l'état d'esprit. Et c'est les plus beaux combats. Hein. Les plus beaux combats, ça a été ceux-là. Hein. Ouais. Donc voilà, parce que quand on voit les combats du jiu-jitsu brésilien, ça a été très fermé. Amandine Layek contre Van der Stucken. Je sais pas c'est quoi son prénom. Je sais pas. Flavie, Florence, je ne sais pas. Nous ne le saurons jamais. Donc ça a été un combat qui a été fermé. Il a été très dominé par Amandine Layek, mais des fois elle était sur une position un peu hybride triangle omoplata et en tout cas elle avait la possibilité d'attaquer l'un ou l'autre, mais on sentait qu'elle restait là-dessus. Alors est-ce que son adversaire la bloquait bien? Je sais pas. Mais elle s'est retrouvée les 3/4 du temps dans cette position et on voit qu'elle a choisi délibérément de maintenir sa domination sur la position que de tenter une soumission. Ouais. L'état d'esprit n'était pas là. L'état d'esprit de la soumission n'était pas là. Reda Derwesh contre Mathieu Paquet, pareil, il a gardé son il est resté dans son jeu en fait. Ouais. Voilà, Alors que ça se trouve, il aurait surpris son adversaire parce que j'ai entendu Reda Derwesh avec mes petites oreilles qui disait que Mathieu Paquet avait étudié son style à fond et donc il avait prévu d'annihiler son style. Donc ça se trouve, il aurait changé sur un petit élément, il aurait gagné son combat. Après, ouais, on parle de style complètement différent, ça peut être de gabarit complètement différent. Rémi Bourgeois contre Diac, c'était quoi je sais plus. Son prénom, je sais plus. Mais c'était le même style. Le même style. Le même gabarit. Ils ont fait que se renverser en puissance. C'est ça, mais Diac impressionnant. Une puissance. D'une main, il soulevait son adversaire. Il passait la garde, il se faisait renverser d'une main. Même à la fin, quand le mec, alors qu'il était cramé, hein, les deux, surtout Diac était cramé, il le renversait d'une main. Impressionnant. Ouais. Tu sentais une puissance. Ah non, mais c'était fou, hein. C'était fou, mais là, pour le coup, et ça, c'est un autre élément. C'est un peu décousu, hein, ce qu'on dit, mais on a un peu du pêle-mêle, on a un peu sur tout, mais c'est parce que c'est tellement frais dans notre tête et on revoit les combats. J'espère que ça sera intéressant à l'écoute, mais en tout cas, voilà, on essaie de trouver des pistes, on est sur une pleine réflexion. Et ce combat-là, par exemple, ça me donne un élément supplémentaire qui était de dire que si les combattants n'avaient pas assez d'armes
pas assez de soumission dans leur besace pour faire du sub-only, c'était pas intéressant. Là, les deux, très clairement, En fait, ils attaquaient la guillotine, chacun leur tour. Il n'y avait pas... Bras-tête. Bras-tête. Je sais même pas s'il y a eu une tentative, je sais plus. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était... Et c'était dommage, hein, mais techniquement, sur les soumissions, on voyait très clairement qu'ils n'avaient pas de clé pour pouvoir chercher à soumettre l'autre. Disons que si la guillotine, elle passait pas, et qu'elle n'est pas passée une fois, deux fois, on savait très bien que ça allait pas soumettre. Ouais. C'est fou, hein, ce combat-là. On savait que ça allait pas soumettre. Alors, il faudrait peut-être voir à trouver des combattants. Pour le quintet, par exemple, ils font une vraie recherche, c'est-à-dire ils vont dans les académies, ils observent le mec combattre. Il y a une vraie recherche, c'est-à-dire que on se déplace, on prend pas le nom pour le nom. On se déplace et on voit les mecs dans leur élément, que ce soit en compétition ou dans leur club. Et on voit, tu peux sentir si le mec il a. Il y a des mecs clairement, ils ont une facilité. En tout cas, ils recherchent la soumission et ils ont un panel de soumission très large. Ouais. C'est des mecs qui sont là pour finaliser. C'est ça. Ils vont attaquer les jambes, ils vont passer par le juji pour attaquer les jambes, pour ceci, pour cela. Et plus on va attaquer, plus on va créer d'opportunités de soumettre. Et ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que là, ces mecs-là, tu te dis, forcément, jusqu'au bout, tu te dis, il y a potentiellement, ça peut passer. Ouais. C'est vraiment ça. Potentiellement, ça peut passer. Donc, et là, pour le coup, c'était pas le cas. Ils étaient trop proches. Il aurait peut-être fallu mettre face à l'un ou à l'autre un style qui était opposé. Un style un peu différent. Le souci que je vois, moi, sur cette carte, c'est que c'est des gens qui sont trop proches dans leur façon de combattre. Tu sais, il y a eu beaucoup de gens... il y en a beaucoup, en tout cas sur le fait qu'il n'y ait pas de soumission, il y en a beaucoup qui sont très proches dans leur façon de combattre. Tu prends Reynald Desplein, qui pourtant est un soumetteur, il est tombé face à un mec qui était... je le connais pas, hein, cet adversaire-là, mais il s'est fait dominer. Hein, il s'est fait dominer, mais comme il tentait rien, il s'est dit, oh là là, j'ai pris 2 fois un genou dans la gorge, ça fait mal, ça pique, je vais essayer de pas le reprendre. Donc il se mettait dans des positions où il allait pas le reprendre, mais il cherchait pas à soumettre. Lui, très clairement, on voyait que c'était pas un soumetteur. Ouais. Le profil n'était pas le bon. Alors que Reynald Desplein, pour le coup, de le voir sur plusieurs événements, je me suis dit que lui, il allait soumettre. Je me suis dit, ça va être un combat qui va être intéressant. Moi, je m'attendais à une clé de jambe. Je m'attendais à une clé de jambe aussi. Mais, encore une fois, il a dû dire, je vais mettre c'est ce qu'il avait annoncé. Je pense, parce que même il a partagé la photo là aujourd'hui sur Facebook où il a mis The Special avec son genou dans la gorge de l'adversaire. Et je pense qu'il s'est axé là-dessus et qu'il n'a pas testé autre chose. Alors que je pense que oui, la solution face à son adversaire serait peut-être venue plus dans les jambes. En tout cas, au début, il aurait attaqué son truc, c'est pas passé, il serait peut-être passé dans les jambes. Le mec, justement, on se serait peut-être pas attendu à ça et ça aurait peut-être pu finaliser le combat. Donc, ouais. C'est particulier. Hein. C'est particulier. Donc voilà. Mais on s'est un peu perdu quand même. Hein. Là, c'est parce qu'on est très frais sur le roll-up. On fait vraiment un débrief du roll-up et on sort un peu du sujet du sub-only. Mais parce que voilà, on essaie de trouver des solutions en fait au sub-only à travers cet événement. D'ailleurs, je vais juste revenir sur la solution qu'on avait dit. Donc, il faut un vainqueur obligatoire. Ouais. Par une décision de juge. De juge ou l'arbitre qui donne le vainqueur? Ah, c'est des juges. C'est des juges. Au Polaris, c'est pas les juges. C'est pas l'arbitre. L'arbitre attend la décision. Pour moi, il faudrait 3 juges. Parce que l'arbitre n'a pas une vision extérieure. Oui, il est trop concentré sur le truc pour dire qui gagne. 3 juges qui sont séparés donc et qui donneraient chacun leur décision. Ouais. Récompensant l'agressivité et la volonté de finaliser. Ouais. Oui, non, c'est une bonne... Parce que psychologiquement, en fait, ce qui se passe, quand tu combats, je pense que tu sens très rapidement si le mec est meilleur que toi ou pas. Au bout de, on va dire, 3-4 minutes, tu sens si tu vas le soumettre ou pas. Tu sens sa puissance, tu sens que ça va être compliqué ou pas. Ouais. Et je pense qu'il y a des combattants qui se disent, ok, là ça va être chaud. Ok, je défends. Je vais pas perdre. En fait, c'est pas je vais gagner, c'est je vais pas perdre. Je défends. Ouais. Le mec est trop puissant, le mec... ou alors tu tentes ton spécial, je sais pas, ton spécial c'est la clé de talon, tu la tentes, tu vois que le mec, trop souple, tu te dis ok. Après même s'il y a une décision, tu te dis j'ai pas perdu par soumission.
C'est ça. Donc il y en aura quand Ouais, même qui oui. bloqueront le jeu. Ouais, mais sur les résultats finaux postés, il y aura écrit défaite. Il n'y aura pas écrit match nul. Oui, non mais il y a de ça. Il y a de ça. Mais tu sais, t'as toujours ce truc-là où tu préfères perdre d'un avantage que de perdre 15-0. Et là, Oui, ouais. tu préfères perdre à la décision en disant oui, mais la décision, est-ce qu'elle est vraiment légitime? Parce que moi, il m'a pas mis en danger. Tu vois, tu vas toujours dire, tu sais, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Ouais, Quand tu te fais soumettre, c'est de ta faute. Quand t'as des juges, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Tu vois, tu mets une tierce personne dans l'affaire. ouais, c'est clair. Donc les gens pourront continuer à bloquer, mais il n'empêche que, effectivement, ça pourrait quand même essayer de créer. Disons que si tu associes ça à une soumission la plus rapide ou la meilleure soumission, et que tu fais un matchmaking qui est peut-être un peu plus travaillé, entre guillemets. Bah, ouais, je ne doute pas une seule seconde que Malik a travaillé son matchmaking. Hein. Attention, hein. Je reproche en rien tout ça. La carte, elle est magnifique. La carte est magnifique, vraiment. Pour le coup, les noms, c'est tous des noms qu'on avait envie de voir. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que, tu vois, par exemple, Mimoun Arbaoui contre Venino Junior, il aurait peut-être fallu les séparer et les mettre face à quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, par exemple. Je dis ça, mais le fait que leurs styles sont opposés, mais tu te doutais qu'il y en avait un qui allait attaquer clé de talon, tout ça, l'autre qui était peut-être un peu trop souple, je sais pas. Tu vois, contre qui. pour même KT, j'aurais mis un Mimoun Arbaoui contre Mourad Gouaz. Ouais. Et Nicolas Haute contre Venino Junior. Par exemple. Ouais, puis en termes de niveau, c'est pas déconnant. Donc, ou un Venino contre. Dans ce cas-là, bon là, parce que bon, ça c'est pour attirer des noms, mais séparer le couple Blumenthal Landu et le couple Junior et Arbaoui. Venino Arbaoui. Landu. Ouais. Là, pour le coup, ça aurait pu être un combat de folie, où ça se serait beaucoup attaqué. Et de l'autre côté, par contre, j'aurais pas vu de soumission non plus. Ouais. Dans les deux cas, j'aurais pas vu de soumission. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, ou alors à l'inverse, mettre Mimoun contre Valentin et vice versa, parce que. Oui. Parce que contre Valentin. Mais en plus, c'est ça que j'avais en tête. Ouais, parce que Nicolas, là où il est le meilleur, c'est quand il affronte des mecs justement de la luta. Enfin, en tout cas, des mecs qui ont un style un peu luta livré, qui est complètement différent du sien. C'est ça que j'avais en tête. Ouais. Donc ça aurait pu être pas mal. Maintenant aussi, on peut discuter sur le fait du kimono, quoi. Est-ce que la proportion, la parité kimono-nogi doit être respectée sur les événements de sub-only? Alors personnellement, pour moi, le sub-only, ça se prête plus au nogi. Je suis d'accord. Déjà visuellement, pour le public, je trouve ça plus agréable. Ça bouge plus, enfin c'est censé bouger plus. Oui. Il peut y avoir des exceptions, mais si on regarde dans la grande majorité des cas, ça bouge plus. Ça bouge plus. Parce que tu dois moins grappiller du terrain, du tissu, c'est beaucoup plus visuel. C'est beaucoup plus visuel. Clairement. Puis même quand t'attaques une cheville ou quand t'attaques une soumission, le mec te tient, se rapproche de toi, ça empiète sur ton agressivité. Parce que tu es retenu, il faut que tu fasses sauter le grip avant. Enfin, t'as un travail à faire avant de pouvoir contre-attaquer. Oui. Donc ça met du temps. Ça met du temps. Donc mettre des combats en kimono, oui. C'est le cas au Polaris par exemple, il y a pas le BI parce que le BI c'est que du nogi. Mais Métamoris, Polaris, tout ça, il y a du kimono. Maintenant, peut-être en mettre moins, mais mettre des gens qui ont un style explosif. Tu sais, un style où vraiment où il y a du jeu. Peut-être des catégories peut-être un peu plus légères. Et ou alors des catégories lourdes, mais comme Reda Hamzaoui contre Anabi. Tu vois, des mecs qui ont un style qui est ouvert, pas des mecs qui vont bloquer le jeu, pas des mecs qui ont un style en pression. Tu vois, des gens qui ont un style un peu impressionnant. Ouais. Oui. Tu vois, faire un truc où, voilà, ou des mecs qui sont des showman. Parce que, voilà. Il n'y a pas vraiment de showman en France. Ah, il y en a, sauf qu'il faut leur laisser le temps de s'exprimer. Le problème, il est C'est pas la mentalité... c'est pas trop la mentalité française d'être showman. Après, tout dépend de ce qu'on appelle showman. C'est-à-dire que il va y avoir... je pense pas qu'on aura des AJ Agrazam
Tu sais, des mecs comme ça qui, voilà, ils s'en foutent de gagner ou de perdre. Pourquoi ils sont là, c'est parce qu'ils font le buzz et le show. Mais on a quand même des mecs qui ont créé une émulation dans le combat, tu vois, où t'as envie de rigoler, tout ça. Bah, Guaz contre Hot, il y a eu. Manzo contre Salamov, il y a eu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Martin Glock, tu sais, il avait une attitude qui faisait que voilà. Il y a eu des mecs comme ça qui avaient une attitude justement où tu voyais qu'ils essayaient de faire le show. Maintenant, il faudrait aussi peut-être les briefer. Leur dire, voilà, avant de les choisir sur la carte, leur dire, voilà, vous êtes là pour vous amuser, vous êtes là pour faire le spectacle. Oui ou non, vous êtes prêts à ça. Est-ce que, ouais, oui. De pas dire, voilà, je te prends sur la carte, machin, nanani, et puis tu laisses faire le mec, tu lui laisses faire sa vie. Tu vois, t'es là, t'as un spectacle à faire, parce que ça reste un spectacle. C'est clairement un show. C'est un show. Tu payes une place pour aller te mettre dans des gradins. Les mecs sont sur une estrade. C'est pas une compétition. C'est un spectacle. Le roll-up, il y a de la musique, il y a un speaker, il y a... Tu vois, c'est vraiment... c'est pas comme un gala de boxe ou quelque chose comme ça. Où il y a un titre de champion du monde en jeu, ou une ceinture, ou quelque chose comme ça. Non, là, t'es là pour faire du spectacle. Tu viens, t'appelles le mec, tu lui dis... Enfin, ou tu vas voir le mec, tu lui dis, voilà, j'ai pensé à toi pour cette carte. Maintenant, est-ce que t'es prêt à jouer le jeu? À jouer le jeu du sub-only. Et à faire ton spectacle. Ton adversaire, c'est lui. Tu sais, tu vois à peu près qui tu vas affronter. Déjà, tu dis, voilà, est-ce que face à lui, tu es prêt à faire du spectacle? Ouais. Bon, après, je pense que tout le monde dirait oui. Non, il y en a qui diront, moi, c'est pas mon délire. Tu vois, qui vont dire, je suis honnête, moi, ce que je veux, c'est gagner, quelle que soit la manière, quoi. Ouais. J'ai trop à perdre. Tu vois, j'ai trop à perdre visuellement, je peux pas me permettre de faire le spectacle et de risquer de me faire soumettre. Tu vois, après, c'est à l'honnêteté de faire. Mais de toute façon, sinon, tu le vois sur la majorité des combats, tu vas le voir une fois, deux fois, et puis le mec, tu vas lui dire, écoute, bah voilà, t'as pas fait le spectacle, la prochaine fois, tu lui dis rien, mais c'est la prochaine fois, tu le prends pas. Oui. Oui, bah après, oui, mais voilà, le mec peut très bien te dire oui, ne pas le faire sur le coup, et fermer le combat sur le coup, et pourrir le combat. Ouais, mais même si tu le rappelles pas, mais... Que t'aies un ou deux, trois, quatre combats où ça arrive. De toute façon, c'est obligé. Non, mais il y en aura. C'est obligatoire. Mais t'auras peut-être 2, 3, 4 combats sur la majorité. Là, malheureusement, il y a eu beaucoup de combats qui étaient fermés. Ouais. Tu vois? C'est compliqué, hein. Faire une carte de sub-only, ça doit pas être facile. Et vraiment étudier les styles. Ah bah oui. Ah non, mais attention, moi j'ai pas envie d'être à la place de Malik ou des autres, ou de, comment dire, d'Hakim, quand il a fait son matchmaking, quoi. En tout cas, quand il a convié les gens. Mais Hakim, il y a quand même des mecs qui... Bah, le mec qui gagne. Le mec qui gagne, il a soumis tout le monde, je crois. Hein. Alors, il me semble qu'il a soumis tout le monde. Ouais. Oui, il a soumis tout le monde, il me semble. Tu vois, t'as des mecs comme ça, lui, tu vois, par exemple... Il avait clairement un jeu... de sub-only. Lui, pour le coup, ça se sentait. Ouais. Ouais, magnifique. T'en as non, t'en as dans les clubs. Après, le travail, là où c'est dur, en fait, c'est de se déplacer dans les clubs. C'est de pas... Moi, je pense que ça prend du temps. Mais il faut pas se fier au palmarès des gens ou quoi que ce soit. Il faut se déplacer dans les clubs, rencontrer des coachs et essayer de voir qui pourrait... Parce que c'est peut-être des mecs qui font pas forcément beaucoup de compètes ou pas des grands noms. Il faut avoir des grands noms pour attirer le peuple. C'est clairement ça. Mais il faut se déplacer dans les clubs et puis voir, dire, tiens, lui qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un mec qui est pour la sub-only ou pas, quoi? Dis-moi. Il y a qu'à voir quand Eddie Bravo fait les qualifs BI, là. Ouais. Des combats de fou. Ouais. Des combats de fou alors que les mecs sont inconnus, quoi. Oui. Mais lui, après, c'est parce qu'il a toutes ses académies de Tennis Planet et il choisit qui de Tennis Planet va venir. Donc ça, c'est un truc. Mais c'est tout bête, hein, regarde, sur le BI, par exemple, t'as des mecs un peu du monde entier qui viennent, hein, qui participent. Même sur le Polaris, ils font venir des gens du monde entier, un petit peu. Ouais. Combien il y a de Français? Aucun. Il y en a eu une. Ah ouais?
Laurence Cousin, qui avait fait un Je savais même combat. pas. Si, elle a fait un combat au Polaris contre. Comment elle s'appelle? Espèce d'Asiate toute mignonne, qui était enfin qui est très 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 forte. Et d'ailleurs, je crois que ça avait fini au match nul, mais elles avaient fait un beau combat. Et parce que Laurence Cousin en plus est beaucoup plus âgée qu'elle, et elle avait justement voilà fait un super combat. Mais en tout cas, c'était en kimono, et elle avait été invitée sur un Polaris. C'est la seule qui a été invitée sur un Polaris ou sur un EBI ou sur autre chose. Donc on est en droit de se poser la question. Il y a des mecs forts. Il y a des mecs forts en France. Bien sûr. Tu vois? Pourquoi ils ne sont pas invités? Le seul là, sur un international que je verrais se faire inviter sur un gala ou quelque chose comme ça, c'est Thomas Louberzan. Parce qu'il a un style à la soumission, parce que voilà, il a le profil pour faire Ouais. un truc à l'étranger. D'ailleurs, je crois qu'il a été contacté par le Fight to Win pour faire un gala. Donc, Même un Nicolas Régnier, hein. même un Nicolas Régnier, oui, Avec pour son être. Oui. palmarès, pourrait largement se faire inviter sur un gala. Bon, après, est-ce que ça l'intéresse ou pas? C'est une autre question, mais Ouais, je pense que si tu lui promets un billet et que tu lui dis voilà, tu fais ton gala, tu fais ton truc à la soumission, vu son style, je pense qu'il irait. Qu'est-ce qu'il a à perdre? rien. Voilà. Au contraire, il ferait partie des pionniers français à faire des compétitions en sub-only. Ça serait intéressant. Moi, je trouverais ça intéressant personnellement. Mais t'en as d'autres, hein. Mais tu vois, encore une fois, regarde, en France, les deux. Pourtant, moi, je suis du jiu-jitsu brésilien, hein. Ouais. Mais les deux, c'est des mecs Luta. de la Luta, hein. On en parlait. C'est marrant, hein. On parle de beaucoup de choses tous les deux, hein. C'est pour ça qu'on a créé ce podcast d'ailleurs. On en parlait justement le jour du sub-only et du sub-only, du roll-up. Et on n'était pas d'accord là-dessus, justement. Je disais que les mecs de la Luta avaient un état d'esprit qui était plus agressif, plus dans la confrontation, et justement qui était plus propice à ce type d'événement. Ils me disaient, ouais, je suis pas d'accord. En France, enfin pas en France, mais à l'étranger, les mecs du JJB, ils sont justement, ils savent, voilà, c'est ce que tu me disais. Ouais. Tu me Non, disais que- en gros, je te disais que c'est pas le style qui fait l'état d'esprit. Tu peux être un mec du JB et et chercher à soumettre. chercher à soumettre tout le temps, être très agressif. Ouais, Je pense que ça dépend plus de l'état d'esprit du club, du club qui te forme en fait. ouais. Et en fait, je suis d'accord avec toi, mais pas en France. En fait, je suis d'accord avec toi dans le monde entier, mais pas en France. On est à part. On est à part pour tout. Il faut qu'on arrête. Ouais. Non, oui, clairement, en France, on voit que les mecs la Luta sont beaucoup plus agressifs. Ouais. Et en France, il faut qu'on arrête de se mettre dans le JJB, de se mettre des barrières. D'entendre non, ça t'as pas le droit à ci. Je parle en club, hein. T'as pas le droit à ci, t'as pas le droit à ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et puis Ouais. dès que ça c'est le truc qui m'exaspère. Dès que ça c'est un peu plus dur dans le combat. Ah non mais attends, Arte Soave machin. Et puis donc on te dit d'aller tranquille. Et puis après déjà là, derrière le mec il vient, il t'allume, et il te met des grosses pressions de l'épaule dans la mâchoire. Tu vois. Ça c'est un truc que je supporte pas. Mais ça, Allez-y. ça, c'est dans tous les sports, ça. Non, à la lutte à livrer, les mecs en France ils se foutent sur la gueule, ils se foutent sur la gueule. Et si t'as pas envie de te faire foutre sur la gueule, bah tu vas ailleurs. Franchement, je pense que ça dépend du club. Ah ouais? Moi Ouais. j'en ai fait beaucoup des clubs de luta, hein. Non, je parle de JJB. Ah, de JJB. Il y a bien des clubs de JJB où ça se rentre dedans, non? Ouais, ça se rentre dedans, mais bon, ça se rentre dedans, mais bon, tu peux choper une petite critique si jamais tu vas un peu trop fort sur un truc ou un autre. Même dans des clubs où ça se rentre dedans. T'as un orgueil dans le jiu-jitsu qu'il y a peut-être pas dans le reste. Peut-être. En France, hein. Oui. Mais j'en ai fait beaucoup aussi des clubs de jiu-jitsu T'en as fait brésilien. plus que moi, donc. Donc c'est quand ça rentre un peu trop dans la gueule. En fait, les mecs ont le droit de te rentrer dans la gueule, mais toi t'as pas le droit de leur rentrer dans la gueule. Tu vois. Et aussi, on cherche peut-être pas forcément trop la soumission. Dans le jiu-jitsu français, il n'y a pas beaucoup de soumetteurs véritablement. Déjà, on travaille pas beaucoup les soumissions dans les clubs. C'est con, hein. Mais ça aussi, j'ai fait beaucoup de clubs de jiu-jitsu brésilien et on travaille beaucoup le passage, la rétention de garde, on travaille beaucoup ces trucs-là. Mais par contre, sorti du passage rétention de garde, bah derrière, il se passe pas grand-chose. Ouais. Tu vois, ils cherchent pas forcément beaucoup à soumettre. Et on travaille pas beaucoup les soumissions. Alors qu'aux États-Unis, je pense qu'il y a vraiment tout un cursus de la soumission, sur la soumission, quoi.
C'est vraiment un jeu à part entière. Ouais. Et donc, en France, de ce que j'ai vu dans le maximum de clubs dans lequel je suis allé, c'est qu'on cherchait pas, à quelques exceptions près, hein, bien sûr, il y aura toujours des exceptions, hein, mais on travaille pas énormément les soumissions. Parce que de toute façon, si tu te fais passer la garde, t'as perdu ton combat. L'état d'esprit en France, c'est tu t'es fait passer la garde, t'as perdu ton combat. Et ça se revoit, on le voit dans le sub-only français. Ouais. Tu te fais passer la garde, t'as perdu ton combat. Donc les mecs, ils donnent tout pour pas se faire passer la garde. Et quand ils arrivent à passer une garde, les mecs, ils donnent tout pour pas se faire recomposer une garde. Et ils en sont même à limiter leurs attaques pour ne pas se faire passer. Eh oui. Et donc ça, et c'est pour ça que je dis le kimono, c'est pas le kimono en tant que tel qui fait qui n'est pas adapté au sub-only. Bon, même s'il est moins adapté que le nogi, c'est l'état d'esprit du kimono qui est moins adapté au sub-only. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien quand tu me dis ça. Non, clairement. Clairement. Après, il y a aussi le fait que quand le mec te passe en kimono, c'est difficile de recomposer. C'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile, mais si le mec crée des opportunités en essayant de soumettre, il va créer des ouvertures. Oui, et forcément, voilà. c'est On en revient sûr. à ça. Il faut que oui, le mec c'est ça. au-dessus fasse le jeu, quoi. Tu sais, dans un des clubs dans lequel je m'entraîne, on avait fait ça, justement, des combats à la soumission. Où justement, on oubliait les points et l'objectif, c'était pendant quelques minutes, c'était de soumettre absolument un maximum. Et quand tu soumettais, après tu changeais de partenaire et tout ça. Et j'ai remarqué que ça créait beaucoup de jeux. Déjà, j'ai remarqué que les gens soumettaient pas énormément, déjà de base. Enfin, et pourtant, des mecs qui étaient ultra forts du club n'ont pas forcément soumis énormément. Et surtout, moi j'ai remarqué dans le jeu, ça a créé beaucoup plus d'opportunités et justement les gens stabilisaient moins les positions parce qu'ils essayaient, donc ça créait des ouvertures, donc ça roulait beaucoup plus que si on avait fait un combat classique. Bah clairement. Ouais, mais donc la veste finalement quand tu te fais passer la garde, c'est pas très grave. T'as aussi quand tu te fais passer la garde et que t'as du tissu, tu peux t'en servir pour recomposer et tout ça, tu vois, et tenter des trucs. Tiens, c'est un mec qui a montré à Kinan la dernière fois une soumission où justement le mec se faisait passer la garde, l'adversaire était en 100 kg et il attaquait un étranglement d'en dessous. Ça se fait, même en kimono maintenant les mecs ils ont, eux aussi ils créent des possibilités de soumettre alors qu'ils se sont fait passer la garde. Il y a du jeu. Mais maintenant il faut accepter de le mettre en place. Faut accepter le jeu du sub-only. Mais ça va venir, hein. Je parle pour la France, hein. Je pense que ça va venir. Je pense que ce qui manque en fait, c'est qu'il n'y a pas assez d'événements. C'est trop rare. Je pense que le roll-up, pour moi, hein, personnellement, le roll-up, c'est la meilleure organisation française de sub-only. Ouais. En termes de show, de spectacle, etc. C'est vraiment numéro 1. Mais un par an, c'est pas suffisant. Alors après, je pense que ça lui demande beaucoup de travail. Oui, bah c'est clair. Non, mais c'est pas un reproche. Hein. Mais peut-être que d'autres personnes devraient se lancer et faire leurs propres événements. C'est-à-dire que le roll-up en faire un par an, mais qu'il y ait d'autres événements, comme le sub-only, comme l'HBI, encore une fois, c'est un peu particulier parce que je pense que ça n'attirera pas du monde sur le long terme. Sur le long terme, parce que justement, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à gagner à faire ça. En fait, le seul truc qu'il dit qu'il a à gagner, c'est de l'honneur. Mais les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir de l'honneur, ils en ont déjà, ils font déjà leur combat et voilà. Oui, un combattant, c'est un combattant, peu quand, importe où ils combattent. Quand tu regardes les mecs qui mettent sur ces cartes, c'est des mecs qui sont quand même des débutants. Alors c'est sûr, ils cherchent de l'honneur, ils cherchent de la visibilité, mais parce qu'ils en ont pas. Quand on a déjà, tu prends la carte qu'il y a eu ce week-end, les mecs, ils ont plus besoin de chercher de la visibilité, ils sont déjà connus. Ils ont pas besoin personne va remettre en cause leur honneur. Mais c'est ça, les mecs, ils combattent partout, dans le monde entier. Pour la plupart, à part les débuts de cartes, mais sinon les autres ils combattent dans le monde entier. Qu'est-ce que tu veux leur dire ouais, t'as pas d'honneur parce que tu veux pas combattre sur mon événement? Non, il a de l'honneur, c'est juste que il a rien à gagner, il n'y a pas de prime, peu de visibilité, pas de public et un risque de se blesser. Ouais. Donc ouais, je suis pas sûr que ce format en fait, l'idée est bien, mais pas la manière dont c'est fait. Enfin, en tout cas, l'idée est bien, mais ce qui gravite autour de l'idée est moins bien. Et moins attirant. L'idée est bien, mais le visuel, on va dire, parce que ça compte aussi, hein, c'est trop amateur. C'est ça. Tu vois des gens autour, tu vois des gens qui discutent. Quand tu regardes les combats sur YouTube, voilà, c'est filmé, tu vois du monde tout autour. C'est ça.
Les mecs qui s'échauffent sur le côté, ils sont là, tout le monde est là avec des manteaux. Enfin, t'as l'impression que c'est un interclub, quoi. Enfin, ouais, voilà, un interclub dans une cave. Moi, ça me fait penser à ça. Tu sais, ils ont mis des tapis dans une cave et t'as les gens qui sont autour du tapis. C'est tourné dans un club lambda, il y a un combat, voilà. Alors que l'idée est très bonne, hein. Et d'ailleurs, on voit énormément de soumissions. Alors pourquoi il y a beaucoup de soumissions comme ça là-bas? Non, bon, ça, on l'a dit tout à l'heure. C'est parce que les mecs sont. Déjà, il y a des oppositions de style, au fait. Puis les mecs ont un niveau qui est un peu moins, qui est moins élevé. C'est des butins intermédiaires, donc ils se jettent un peu plus. Il y a quand même eu des très bons combattants. Il y a eu Jassem, ça me revient, il y a eu Jassem contre. Oui. Je sais plus son. Contre Fontaine. Contre Fontaine, effectivement, ça a été un bon combat. Non, mais il y a eu des bons combattants. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que plus les événements passent, et moins il y a de bons combattants. C'est ce que je te disais, sur les premiers, il y en a eu, et puis ça commence à se réduire un petit peu. Parce que les gens, ils le font une fois, deux fois, et puis... j'avais vu pour Jassem, par exemple, Boubout qui avait voulu filmer, il avait clairement pas le droit, d'après ce que j'ai compris, il s'est fait reprendre. Bon, je pense que Boubout, connaissant le personnage, il va dire, bon, écoute, t'es mignon avec tes bafouilles, mais mais je vais pas revenir dans ta crèmerie, tu vois ce que je veux dire, avec le langage qu'on connaît de Boubout. Il le ramènera pas une deuxième fois. Ils l'ont fait une fois, voilà. Le seul truc qui peut attirer sur cet événement, c'est l'envie de combattre contre une personne. Ouais. Tu vois, le challenge de combattre contre une personne. Ouais. Mais tu peux le retrouver au roll-up, tu peux le retrouver... Jassem, il a combattu au roll-up, il a combattu à l'ASF, je crois. Ouais, c'est vrai que si t'as l'envie de faire... Parce qu'il y a l'ASF aussi, qu'on a oublié de... Il y a l'ASF, ouais. L'ASF, c'est que la soumission? Ouais, je crois que t'avais une partie à la soumission, une partie au point. Il me semble, c'est pour ça que je l'ai pas... C'est pas vraiment du sub-only. Ouais. C'est bon, pour ça que j'en ai pas parlé, parce qu'il me semblait bien que c'était pas uniquement soumission. Ouais, ça n'avait pas attiré beaucoup de monde en plus, en termes de public. Ouais, j'avais bien aimé. Moi j'avais adoré, hein. Ouais. On n'était pas nombreux dans la salle. Hein. Et donc ouais, non mais je pense que le fait qu'il y ait plus de soumissions, c'est ça, c'est aussi parce qu'il y a moins de niveau. Ouais, c'est possible. Bah, c'est même pas possible, c'est sûr. Voilà, plus le niveau monte, plus c'est difficile de soumettre. Hein. Ouais. De toute façon, dans le matchmaking, hein, souvent, si vous voulez qu'il y ait de la soumission, il faut qu'il y ait une disparité de niveau. Bah ouais, mais c'est malheureux à dire en vrai. Mais c'est vrai. Ouais, faut pas le dire. On vous le dit pas, c'est comme les tours de magie, tu vois. On donne pas le secret, mais en vrai, c'est ça. Il faut qu'il y ait soit des styles vraiment différents, mais il faut surtout qu'il y ait, on va pas se mentir, il faut qu'il y ait une disparité de niveau. C'est vrai. Mais ça me rappelle ce qu'on disait sur le podcast quand on parlait des galas, type EBI, etc. Ouais. Où j'avais dit que tu peux très facilement créer une star, entre guillemets, sortie nulle part. Ouais. Parce que tu lui opposes un mec, voilà, pour lui, le style lui correspond, tu sais qu'il va le soumettre. Ouais. Et voilà, le mec, tu lui fais un super beau highlight, il va enchaîner 3 combats, 3 soumissions. Parce que voilà, le niveau, tu sais qu'en face, même si c'est un bon combattant, tu sais qu'il va se faire soumettre. Oui. Mais bon, tu peux avoir des surprises. T'as des mecs comme Gordon Ryan, par contre, qui a prouvé que, non, bien sûr, que le mec était super fort. Bien sûr. Mais lui, pour le coup, il a un véritable état d'esprit sub-only, parce que même quand il fait les compètes IBJJF, pour lui, quand il gagne au point, il a pas gagné. Enfin, en tout cas, il est dégoûté. Mais parce qu'il a commencé par ça. Oui, mais parce qu'on l'a formé comme ça. Ouais. Parce que dans la Renzo... Mais ça peut devenir un handicap par la suite, je pense. Ça peut devenir un handicap parce que les gens vont comprendre comment bloquer ses soumissions, surtout qu'il a pas... En fait, il a surpris, je pense, avec son jeu de triangle sur la jambe, là, tu sais, Merde, j'ai perdu le terme. Enfin bon, le jeu qu'il utilise en clé de jambe, il l'a adapté aux règles IBJJF et il a surpris... Garami inversé, là. Ouais, c'est ça où il rentre, c'est Honey Hall, là. Enfin, ouais, je n'ai pas le nom. Donc il a réussi à l'adapter, ce jeu-là, et voilà, mais les gens s'adaptent trop vite. C'est pour ça que notre discipline, elle évolue à une vitesse folle, et plus on voit ces combats, et plus on voit que les gens commencent à trouver des solutions. Ouais. Son dernier combat contre Rocha, même s'il s'est blessé... c'était compliqué. C'était compliqué. En tout cas, on voit que son ratio de soumission, il réduit. C'était compliqué. Mais bon. Bon, après, ça reste un excellent combattant. Il est très intelligent. Aujourd'hui, il est très bien entouré, donc je pense qu'il va lui aussi s'adapter. Voilà. Mais voilà, clairement, c'est quelqu'un qui cherche la finalisation. Il est dans l'état d'esprit, dans le lifestyle sub-only. Ouais. En fait, il faut être dans le lifestyle sub-only. Il faudrait que les mecs, et c'est parce qu'il n'y a pas assez d'événements que les mecs se mettent pas là-dessus, s'il y avait plus d'événements, il y aurait des mecs qui se mettraient que là-dessus, qui chercheraient la prime,
et qui chercherait que ça, tu vois, qui irait pas qui ferait peut-être des compétitions IBJJF ou des trucs comme ça, mais qui chercherait que ça. En France, il faudrait peut-être plus d'événements. Il faut plus d'événements. Ouais. Et je pense que ça marcherait et que les gens viendraient. Au fur et à mesure, il y aura du public qui viendrait. Là, la salle, elle était pleine. Ouais. Donc, c'est vrai que la salle était vraiment pleine là. Donc voilà, non, je pense que ça peut attirer, ça attirera des connaisseurs. Mais on est assez nombreux de connaisseurs pour participer à ces événements-là. Donc, Non, clairement. donc voilà. Mais peut-être tirer là sur le roll-up le constat de pourquoi le roll-up 2 était visuellement plus intéressant que le roll-up 3. Parce que normalement, on devrait aller vers une graduation, vers une évolution positive, et là c'était moins le cas. En fait, tu peux pas vraiment faire de comparaison parce que voilà, il n'y a pas assez d'événements. S'il y a un an qui s'est passé entre temps, c'est pas. Ouais, mais faut voir. Tu sais, il suffit de. Voilà. Qui t'oppose à qui, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des noms qui auraient pu revenir, tu vois? C'est pourquoi essayer de chercher des noms différents à chaque fois? Bon, enfin, mais il y a des noms qui sont revenus. Mais tu vois, après, bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas disponibles, mais Sofiane Boukezer, par exemple, qui a un profil parfait pour faire clairement. Alors peut-être qu'il n'était pas disponible. Mais tu vois, lui, je l'aurais bien revu sur cet événement-là, et je sais que lui, il aurait fait un beau combat, tu vois. Ouais. T'as des noms comme ça. Ouais, je pense qu'un mec qui fait vraiment un bon combat au roll-up doit être réinvité. Ouais. Donc, et ceux qui soumettent. Ceux qui soumettent régulièrement, ils doivent être invités. Au fur et à mesure, de toute façon, ta carte, elle va grossir. Et puis, c'est pas gênant de voir les noms qui reviennent, tu sais. Non. Maintenant, il y a un an qui se passe Ah entre oui. temps. Et pourquoi pas aussi aller chercher des mecs des plus anciens, tu sais. Un truc, par contre, de l'HBI que j'aime beaucoup, et c'est dommage parce que les combats ne sont pas faits. C'est des combats qui ont été annulés pour la plupart. Mais des fois, tu vois des noms qui viennent sur ces pronostics de cartes. Bakimir, des mecs comme ça, les anciens, tu vois, qui étaient vraiment dans l'état d'esprit de la soumission. Bah, ces mecs-là, faut peut-être essayer de voir et de les contacter pour faire des roll-up ou des sub-only ou des trucs comme ça. C'est bien de laisser la chance aux nouvelles générations, mais c'est bien aussi de voir les anciennes. Sur le Polaris et tout ça, souvent ils vont chercher des mecs un peu plus anciens et qui ont fait leurs preuves et on sait qu'ils vont faire du spectacle. Justement, ils ont plus rien à prouver, Ouais, donc ils vont jouer le jeu. Ça peut être pas mal. Ça peut être une piste. Donc voilà, bon, que dire? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Hein. Ouais, on a beaucoup parlé. C'est peut-être moins carré que les fois précédentes. Parce que voilà, bon, moi j'avais prévu une trame. Hein. Ouais, c'était une sorte de débrief de cartes mélangé avec des idées qu'on avait. Avec en fait des choses qu'on se dit depuis longtemps. C'était une discussion entre potes. Ouais, bah, j'espère que vous serez attentifs à cette discussion entre potes. Non, mais vraiment, le sub only, on est fan, ça fait longtemps qu'on parle de ça, ça fait longtemps qu'on veut faire ce sujet. Je pense que justement, on en a trop parlé entre nous et qu'on aurait peut-être dû le faire avant parce qu'on a tellement parlé que tout est ressorti là. La frustration de ne pas l'avoir fait avant, tout est ressorti là. Et ça a été un peu décousu. Mais à la fois, on a donné, je pense, pas mal d'éléments pour essayer d'améliorer les choses et puis de faire évoluer ce format qui est un beau format. Qui est un beau format et qui a évolué parce que la clé de talon, par exemple, n'était pas. Je pense, je fais juste une parenthèse. La clé de talon au roll-up 1, elle était interdite. Ah ouais? À partir du roll-up 2, ils ont commencé à la mettre. Et je pense que ça, déjà, dans le roll-up 2, ça a permis de faire une carte meilleure et que ça a créé plus de soumission, plus de possibilités de soumission. Sauf que dans le roll-up 3, on s'est fait la réflexion qu'il y a peu de gens qui ont attaqué la clé de talon. Il n'y en a eu aucune déjà de placée? Il n'y en a eu aucune de finalisée. Mais Mimoun a attaqué la clé de talon et c'est le seul. Ouais. Et Omar, il s'est placé, mais il l'a pas fait. Bon, ça, on l'a dit en début, on l'a déjà dit. Mais effectivement, travailler les clés de jambes. Faire du sub-only, ça travailler les clés de jambes parce que les mecs défendront moins la garde si vous attaquez Mais en fait, les jambes. c'est logique. Tu t'ouvres d'autres portes quand tu travailles les clés de jambes. Ouais. Je pense que les deux sont. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un mariage qui est obligatoire. Il faut un panel de soumission très large pour faire du sub-only. Il faut être capable de soumettre de tout. Des guillotines, juji, triangle, clé de jambe. Peu importe. La clé de jambe ouvre du jeu. La clé de jambe, le mec, en fait, il a tellement peur de prendre la clé de jambe que ça ouvre du jeu. Après, il faut pas rester fixé dessus. Tu vois, Basile Nonote qui est resté fixé sur sa clé de jambe, non, c'est dommage parce que sa clé de jambe lui a amené des opportunités qu'il n'a pas su exploiter. Ouais. Enfin, qu'il n'a pas voulu. C'est pas qu'il n'a pas su, c'est qu'il n'a pas voulu exploiter. Tu vois.
Et donc, je pense que, ouais, effectivement, il faut la travailler plus, il faut l'attaquer plus. Vous voulez faire du sub-only, et ben pendant 1 mois, 2 mois, travaillez vos clés de jambes et surtout travaillez les transitions que la clé de jambe vous apporte. Attaquez la clé de jambe pour attaquer quelque chose d'autre, par exemple. Mimoun, je reviens beaucoup à Mimoun parce que c'est vrai que c'était celui qui avait le plus haut niveau dans ceux qui ont vraiment attaqué des soumissions. Lui, il cherchait pas à passer la garde. Hein. Il sautait quand le mec était en défense de garde. De toute façon, je pense qu'il a compris qu'elle allait être très difficile à passer de toute façon. Oui, il y avait des chances que le mec il avait vraiment le style souple. Le mec défendait vraiment la garde. Voilà. Mais il a vraiment cherché à sauter. À chaque fois, il sautait pour attaquer un bras-tête, pour attaquer une kimura. En fait, il cherchait même pas à passer la garde. Il cherchait à sauter sur une soumission. Il cherchait à soumettre. Voilà. C'est tout. Et ça a fait un super combat. Ils ont fini dans le public. Non, ils ont fini dans l'écran. Ils ont niqué l'écran. Exact. Donc, c'est vrai. Donc voilà. Et ils l'ont dû. Il pouvait pas passer la garde. Il a compris qu'il pouvait pas passer la garde de Nicolas Blumenthal. Ouais. Et pourtant, c'est lui qui a été le plus proche de soumettre avec sa kimura. Parce qu'il y a un moment, il est arrivé, il a sauté sur la kimura et puis il l'a pris et effectivement, il a failli soumettre. C'est comme j'aurais bien voulu voir à la toute fin, là, quand il l'a attrapé en lutte, qu'il l'a soulevé, qu'il l'a jeté par terre et qu'il était placé en latéral. J'aurais bien voulu avoir 2-3 minutes de combat en plus pour voir ce qui se serait passé. Je suis pas sûr qu'il aurait réussi à soumettre, mais en tout cas, il était positionné pour réattaquer sa kimura. Ouais. Donc le combat était... J'ai adoré ce combat, parce qu'au début, en fait, on s'est dit, oh là là, Yves, il va se faire manger. Et ça me faisait de la peine, parce que dans les deux cas, moi j'aime bien les deux, donc j'avais pas de préférence. Mais je me disais justement, oh là là, ça va être un combat en sens unique. Et finalement, non. Finalement, il a su revenir et il a su créer... Alors, je le voyais pas se faire manger. Alors, au début du combat, moi j'étais sceptique. Hein. Franchement, quoi qu'il faisait, il se faisait renverser, il se faisait même en lutte, il se faisait dominer. C'est vrai, même en lutte. Eh oui. Même en lutte, il se faisait dominer. Combien de fois il avait le single leg et tout ça, Nicolas Blumenthal. Donc ouais, non, moi je voyais un combat en sens unique sur les premières minutes. Et il a su revenir. Il a été surpris, il a su mettre... Et c'est un vrai champion. Mentalement, c'est un vrai champion, c'est pour ça qu'il performe de toute façon. Et tu vois, c'est vraiment là, pour le coup, il a vraiment eu l'esprit soumission. Parce qu'il aurait pu se dire, bon, il est en train de me dominer là. Je bloque tout. Je défends. Ouais. Je reste debout en lutte, je défends. Je sprawl dès qu'il rentre, Ouais. Et non, il a cherché quand même à placer sa kimura. Et c'est pour ça que le combat, il a été plaisant à voir finalement. Et pourquoi? Parce que c'est un showman. Oui, lui, pour le coup, c'est un showman. C'est un mec du hip-hop. Pour le coup, c'est un showman. Quand tu regardes beaucoup de mecs du hip-hop qui font du grappling, font du sub-only. Géo Martinez et son frère, Boogeyman, là, c'est des mecs du hip-hop. Il y a beaucoup de mecs du hip-hop. Et parce qu'ils ont cet esprit de show. Malik trouve des mecs, tu sais, trouve des mecs du hip-hop qui font du grappling. Il y en a quelques-uns. Non. Mais en tout cas, ouais, non, c'est effectivement, il faut voir de ce côté-là. Trouver des mecs qui ont vraiment l'état d'esprit et qui ont l'envie d'aller chercher la soumission et pas de ne pas perdre. Ouais. Voilà, c'était la dernière petite parenthèse qui était vraiment grande. Non, mais en tout cas, le sub-only, vive le sub-only, vive le roll-up. Il faut longue vie au roll-up. Il faut vraiment longue vie à toutes les organisations. À toutes les organisations, de toute façon, et en espérant qu'il y en aura d'autres, que ça va se démocratiser et que les gens vont surtout se mettre dans l'état d'esprit de ce style-là et vont chercher véritablement à jouer le jeu. Vraiment, si vous voulez que ça dure, si vous voulez plus d'événements, si vous voulez développer le grappling en France et surtout les primes, parce que les primes ça va souvent c'est ça en fait. C'est ça. Et jouez le jeu, ouvrez le jeu, n'ayez pas peur de perdre, et allez-y, et puis lancez-vous et surtout travaillez dans ce sens quoi. En club, travaillez dans ce sens. Et puis n'ayez pas peur pour ceux qui soumettent énormément peut-être de toquer aux portes aussi des mecs. Hein. Ne vous dites pas que parce que vous n'êtes pas connu, vous n'allez pas être pris. Toquez à la porte, envoyez un mail, envoyez un message, dites voilà, viens me voir au club, ou je passe te voir au club, tu me mets des mecs en face, et puis faites vos preuves. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui aimeraient participer, qui ne le font pas à cause de ça. Qui se disent ouais, je suis personne, ou je suis pas assez connu, ou voilà. Ouais. Au début, vous allez être en début de carte, et puis vous allez augmenter au fur et à mesure. C'est clair. Là, il y avait des mecs qui n'étaient pas très connus, qu'on peut connaître parce qu'on est proche des clubs, mais sinon non. Donc voilà, et faites vos preuves, et donc n'hésitez pas à contacter les organisateurs de ces événements-là.
S'ils sont intelligents et qu'ils voient que vous avez du talent, ils vous prendront. J'aime bien faire ça, hein. J'aime bien donner de l'envie aux gens d'aller de faire évoluer notre discipline. Donc voilà. Bon, sinon, ça fait longtemps qu'on vous a pas parlé. Hein. Ouais. Bah, il y a eu les vacances. Ouais, il y a eu des petits soucis techniques, on a eu du mal à se caler. Il y a eu pas mal de soucis. Là, l'hiver a été rude. donc ouais, ça fait à peu près un mois là. Je crois qu'on n'a pas fait de podcast. Donc Ah, quand même, hein. bah ouais, bah, ça fait même peut-être plus d'un mois. Donc, Ouais, il me semble que... Ouais, c'est vrai. ouais. Donc voilà, j'espère pour les 5 personnes qui nous écoutent, j'espère qu'on Ça va être trop dur pour vous. J'espère que ça peut pas être trop dur pour vous. J'espère que vous n'avez pas pensé qu'on avait abandonné et lâché l'affaire. Non, on est encore là. C'est peut-être pas le plus, comme on vous a dit, le plus carré, mais en tout cas c'est un qu'on a le plus vécu, celui-là. Dans l'intention. On a payé SoundCloud pour 1 an, donc on est là pour 1 an, ça c'est sûr. Voilà, on n'a pas déjà, payé pour rien, je vous le dis. N'ayez pas peur, c'est vrai que... Ah, ça c'est sûr. Oh les rats, Bah, on a payé. Sinon on aurait fait que du YouTube si on avait voulu que ça reste gratuit. Donc voilà, on investit pour vous, donc et on vous demande rien en retour. On n'a pas créé de Tipeee ou ce genre de choses, donc ça viendra. Non, je plaisante. Donc on attend que vous soyez 6 après. À 6 on crée un Tipeee. Si on met des pubs dans nos vidéos. On met des pubs dans les vidéos. Donc voilà. On va essayer de revenir sur un rythme plus régulier. C'est vrai qu'il faut trouver des sujets aussi au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des sujets qui vous tiendraient à cœur, à faire des retours aussi sur les... Parce que ça crée de la motivation. Ouais. Nous faire des retours par commentaire sur les sujets. Là, on commence à en avoir quelques-uns sur YouTube. Ça, c'est pas mal. On vous remercie. Donc ça, c'est une bonne motivation. Le problème, c'est que si on a l'impression de parler dans le vent, on continuera à parler sur un bord de tapis et puis ou dans une voiture. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous proposer des sujets si vous en avez. Exactement. Et voilà, abonnez-vous. Likez, montrez-nous que vous êtes là, que vous êtes derrière nous, que vous nous suivez, ça donne de la motivation. Nous, on fonctionne qu'à ça, à la motivation et à l'envie de partager avec vous notre ressenti des sports de combat en règle générale, mais comme vous l'avez entendu, plus précisément du grappling et du jiu-jitsu brésilien, donc, et un peu du MMA. Donc voilà, on essaie de faire au mieux. Donc voilà, donnez-nous la force, donnez-nous des bisous, des likes, des pouces en l'air et on continuera à discuter avec vous avec grand plaisir. Les pouces bleus, les pouces bleus. Donc on le fait rarement ça, on vous le dit jamais en fin de vidéo, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Donc voilà, il nous reste juste à vous souhaiter une bonne journée. Une bonne journée. Ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Exactement. Et puis et on vous dit à la prochaine. À la prochaine pour le prochain numéro de Tatami Connexion. Salut les gars. À plus.